La Russie pensait avoir tout compris, prendre des territoires et imposer son influence au peuple ukrainien. Mais l'Ukraine vient de donner une claque à la Russie. Un immense tsunami de dérussification déferle sur l'Ukraine, éradiquant les forces de Poutine sur son passage. Les terres occupées sont en train d'être reprises, la fin de l'influence russe est imminente, quelque chose vient de commencer, et il n'y a rien que la Russie puisse faire pour l'arrêter. Il s'agit d'une poussée. Au cœur du sud-est, les forces ukrainiennes éliminent les soldats russes de tous côtés. Les zones grises sont désormais nettoyées, puis l'Ukraine reprend des localités que la Russie pensait à l'abri de la libération. Ceci est une contre-attaque. Oui, et une contre-attaque est lancée pour établir une défense forte face à l'offensive russe attendue au printemps, comme vous le verrez en continuant à regarder. Mais il se passe quelque chose de plus. Pour l'Ukraine, il ne s'agit pas seulement de reprendre du territoire, il s'agit de chasser l'influence russe. Il s'agit de montrer à Poutine que quoi qu'il fasse, l'Ukraine rejette la russification à chaque étape. Tout a commencé avec les zones grises. Traditionnellement, une zone grise est un espace où l'hostilité est présente, mais reste en dessous du seuil nécessaire à un véritable conflit entre États. Pensez aux incursions récentes de drones et avions de chasse russes dans l'espace aérien de l'OTAN, et vous voyez le tableau. En Ukraine, une zone grise est différente. C'est une région où aucun camp n'a vraiment le contrôle, même si la Russie affirme souvent le contraire. Des poches de conflit subsistent, mais l'objectif russe est surtout de brouiller la situation pour que Poutine puisse revendiquer des victoires de propagande sur des territoires non contrôlés par la Russie. La Russie crée ces zones grises en infiltrant de petites unités derrière la ligne de front ukrainienne. Une fois à l'intérieur, ces unités s'enterrent et attendent des renforts, du moins en théorie, mais souvent la mort inévitable lorsque les forces ukrainiennes les rattrapent. Pourtant, le chaos règne dans ces zones, offrant à la Russie l'occasion d'imposer l'influence russe et d'affirmer que l'Ukraine ne peut rien faire pour stopper ce que Poutine tente de présenter comme une avancée irrésistible. C'est totalement faux. La campagne de dérussification de l'Ukraine dans le sud-est en est le parfait exemple. Tout a débuté avec le nettoyage des zones grises dans le sud-est de l'Ukraine, selon Euromaidan Press, le 25 février. L'opération a commencé il y a environ 4 semaines, début février, et elle a permis à l'Ukraine d'atteindre un objectif très immédiat et important, éliminer les petites poches d'infiltrés russes. Pendant la coupure de Starlink qui a désorganisé les forces russes, l'Ukraine a envoyé des équipes de recherche et de destruction dans la zone grise du sud-est séparant Russes et Ukrainiens. S'étendant sur environ 30 km, soit environ 18,6 miles depuis la localité contrôlée par l'Ukraine de Pokrovska, dans l'oblast de Dnipropetrovsk, jusqu'à la ville de Ouliapola, qui est sous contrôle russe, et se trouve dans l'oblast de Zaporijia. Cette zone grise risquait d'être russifiée si l'Ukraine ne faisait rien. Alors l'Ukraine a avancé, elle a traqué et éliminé. Et maintenant qu'elle a établi le contrôle sur la zone grise, l'Ukraine a changé ses objectifs, ne visant plus uniquement les infiltrés. L'Ukraine agit fortement pour éliminer l'influence russe du sud-est. L'Ukraine reprend des localités et des territoires, beaucoup de localités et de territoires. Avec la zone grise dégagée, l'avancée pouvait commencer, et bien que l'Ukraine ait repris plusieurs localités, comme nous allons le voir dans un instant, la vedette de tout cela est le village de Tanova. Situé dans le Dnipropetrovsk, bien que proche des frontières de Zaporijia et de Donetsk, Tanova est minuscule. Elle comptait un peu plus de 300 habitants, avant d'être ravagée par la guerre. Aujourd'hui, grâce aux forces ukrainiennes, c'est un symbole de dérussification. La première localité reprise par l'Ukraine lors de la contre-offensive dans le sud-est, village à l'origine de tout ce qui a suivi. Tout a commencé le 21 février. C'est à ce moment-là que le compte Torkil65X a publié des images et un récit de ce qui s'est passé à Tanova. Des unités du 2e bataillon du 425e régiment d'assaut ukrainien ont commencé à pénétrer dans la localité. À l'intérieur se trouvaient les rares membres retranchés de la 69e brigade de couverture russe qui contrôlait la localité depuis quelques semaines. L'assaut ukrainien n'a pas duré longtemps, il n'en avait pas besoin. Avec les forces russes déjà en plein désarroi après la rupture de leur communication, l'Ukraine a achevé la dérussification de Tanova en un temps record. Avec le contrôle de la localité, l'Ukraine s'est préparée à avancer vers le sud-est, la prise de Berezova étant prévue. Tanova a servi de signal à la Russie. Selon Euromaidan Press, la reprise de ce village par l'Ukraine montrait que l'opération de nettoyage de la zone grise devenait une nouvelle campagne. Une campagne visant à repousser les Russes du plus grand nombre possible de localités dans le sud-est, afin d'éliminer l'influence russe et de se préparer à la reprise de la campagne de russification de Poutine, attendue pour le printemps.
Il n'a pas fallu longtemps avant que l'Ukraine commence à avancer plus en profondeur. Au même moment où l'Ukraine repoussait les Russes hors de Tarnova, Pravda annonçait que les occupants étaient aussi repoussés près de Kalinivska. Au 24 février, 3 jours après l'annonce de la libération de Tarnova, l'Ukraine avait déjà repris 8 localités lors d'assauts rapides que la Russie n'a pu stopper. Radizna, Andrivka, Nachaïevka, Ostopirska et Nova Zaporizhia sont toutes retombées aux mains de l'Ukraine. Et RBC Ukraine indique qu'aucune preuve n'atteste la présence des présences russes dans ces localités durant les 2 semaines avant le 24 février. Tarnova a donc peut-être été la première localité libérée dont nous avons entendu parler, mais il semble que ce n'était pas la première localité que l'Ukraine a reprise. On observe ici une campagne de dérussification des localités, lancée en même temps que le nettoyage de la zone grise. Et à bien des égards, cela est logique. Les infiltrés russes auraient choisi les ruines des localités comme cachette. En éliminant ces infiltrés, l'Ukraine libérait des villages et villes, détruisant l'influence russe dans le sud-est. Au 23 février, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Siersky, rapportait que l'Ukraine avait libéré environ 400 km², soit environ 154 miles carrés de territoire. Gardez ce chiffre en tête. Je vais revenir dans quelques minutes sur la raison pour laquelle il est si important. Mais pour l'instant, ce que cela signifie pour la Russie est très simple. 4 mois d'infiltration étaient partis en fumée en 3 semaines de la campagne ukrainienne de dérussification. Selon Clément Milan, un analyste militaire français, qui a cartographié ce que l'Ukraine avait fait le 21 février, juste à la veille de l'annonce de la libération de tant de localités du sud-est de l'Ukraine. Milan a indiqué qu'une combinaison d'images satellites et la hausse des bombardements ukrainiens sur les positions russes confirmait que le nettoyage était devenu une dérussification. Milan a signalé 3000 bombardements supplémentaires dans le secteur de Tarnova, indiquant que l'Ukraine a repris la majeure partie de la ligne défensive qu'elle contrôlait en 2022. Un fossé anti-char, des barbelés et des dents de dragon sont repassés sous contrôle ukrainien, offrant la base de fortifications qui déchireront la Russie au printemps. Grâce aux cartes des tirs d'artillerie et frappes aériennes, Milan a montré que l'Ukraine avance et que la Russie recule dans le sud-est. Les frappes d'artillerie de la Russie se sont pratiquement arrêtées, ce qui est une indication claire que les forces qu'elle avait stationnées dans les localités que l'Ukraine a libérées ne sont plus à portée. Ils ont été repoussés, et l'Ukraine tire toujours. Cette situation profite largement à l'Ukraine. La Russie a perdu en 3 semaines au moins 4 mois d'infiltration loin derrière les lignes, dit Milan, ajoutant « Cela va permettre de gagner du temps pour renforcer les défenses de Pakrovski, ainsi que l'autoroute H15 menant à Zaporizhia. » Milan conclut son rapport en annonçant de futures avancées. À l'aide d'une carte, il trace une ligne blanche indiquant la progression attendue de l'Ukraine dans la dérussification du sud-est. La ligne blanche, déjà entourée de barbelés, doit désormais être contrôlée totalement par l'Ukraine pour renforcer ses défenses et repousser la zone grise plus loin sur le territoire que la Russie pensait tenir. Ce n'est pas une simple contre-offensive ukrainienne, mais une vaste reconfiguration du champ de bataille, principalement due à la rupture des communications dans l'armée russe. Avant d'explorer ce sujet, vous regardez The Military Show. Pas encore abonné? C'est le moment idéal. La campagne de dérussification du sud-est de l'Ukraine a commencé début février, car c'est précisément à ce moment-là qu'Elon Musk et SpaceX ont enfin décidé d'agir contre les terminaux Starlink illicites que la Russie utilisait pour coordonner ses assauts. Selon Euromaidan Press, ces terminaux de contrebande servaient sur toute la ligne de front de 1100 km, permettant à la Russie de coordonner ses unités et de mener des frappes de drones. Tout cela a disparu après la coupure de Starlink. Et pour aggraver les choses, pas moins que Poutine lui-même a décidé quelques jours plus tard qu'il serait judicieux de restreindre l'accès à l'application de réseau social Telegram. Pour garder son influence, Poutine a privé ses soldats du seul canal de communication qui aurait pu combler le vide laissé par la perte de Starlink. L'armée russe était, et est toujours, en ruine. Les centres de commandement étaient incapables de coordonner les assauts. Les infiltrés dans les zones grises ont perdu le contact avec leur soutien. Les unités d'assaut russes se sont égarées, effrayées. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était attendre, en espérant que de l'aide arrive, alors qu'ils entendaient les drones ukrainiens se rapprocher. Sans Starlink, toute la ligne russe dans le sud-est s'est effondrée, et l'Ukraine en a pleinement profité. 8 localités ont été libérées, et ce n'est pas fini. Les terres occupées ont été reprises. La dérussification peut commencer. Si c'était une partie d'échec, la décision de Poutine de se priver de Telegram juste après la perte de Starlink reviendrait à jeter sa dame. Le roi est désormais exposé, perdu et acculé pendant l'avancée des pièces ukrainiennes. Il y a une vieille blague qui dit qu'il ne faut jamais jouer aux échecs avec un pigeon.
Pourquoi? Parce que le pigeon renverse les pièces, salit l'échiquier, et part en paradant comme s'il avait gagné. Poutine semble avoir pris cette blague comme un vrai conseil pour sa stratégie. Ses soldats et son influence meurent maintenant dans le sud-est de l'Ukraine à cause de cela. Ce que nous disons ici, c'est que Poutine a rendu une mauvaise situation pour la Russie, encore pire en prenant la décision la plus stupide qu'il ait prise jusqu'à présent dans cette guerre. Nous voyons maintenant dans le sud-est le résultat de cette décision. Plus tôt, nous vous avons demandé de garder à l'esprit les remarques de Sierski concernant la reprise par l'Ukraine de 400 km² de territoire repris à la Russie. Ce chiffre est particulier, tandis que les forces russes agissent de façon désorganisée. La dérussification du sud-est ukrainien a permis les gains les plus importants depuis août 2024, lors de la contre-offensive ukrainienne, dans la région de Koursk, en Russie. Euromaidan Press souligne ce point, notant que nous pouvons additionner le territoire que l'Ukraine a repris dans le sud-est avec celui qu'elle a libéré à Kopiansk vers la fin décembre, ce qui représente un début d'année 2026 catastrophique pour les forces russes. Ce que Poutine croyait sécurisé est maintenant aux mains de l'Ukraine, et la Russie ne semble pas pouvoir reprendre rapidement les territoires libérés. C'est tout l'objectif de la dérussification. Nous verrons aussi d'autres actions menées par l'Ukraine pour éliminer l'influence russe en dehors du champ de bataille en fin de vidéo. Tout d'abord, il vaut la peine de se concentrer sur ce qui s'est passé à Kupiansk, car cette ville a été en quelque sorte un précurseur de la campagne que l'Ukraine a lancée dans le sud-est. En novembre 2025, la Russie a affirmé avoir pris Kupiansk, réitérant cette déclaration à la mi-décembre. Nous disons que c'était audacieux, car la Russie n'avait pas réellement pris Kupiansk. La ville a failli tomber aux mains de la Russie à cause de la stratégie d'infiltration évoquée. Mais l'Ukraine ne l'avait sûrement pas perdue en décembre. Au contraire. Les forces ukrainiennes repoussaient les soldats russes, pendant que Poutine et ses sbires se vantaient de contrôler Kupiansk. Au 1er décembre, l'Ukraine avait brisé le récit russe à Kupiansk, qui se trouve dans la région de Kharkiv. Loin d'être tombée aux mains de la Russie, la ville avait été pratiquement libérée par l'Ukraine. À la même période, en décembre, où la Russie affirmait avoir pris le contrôle, les forces ukrainiennes détenaient 90% de la ville. Depuis lors, l'Ukraine a continué d'avancer dans la direction de Kupiansk. Selon Euromaidan Press, les forces ukrainiennes ont repris au moins 183 km², soit environ 70,6 miles², dans la direction de Kupiansk, entre le 11 et le 25 décembre, ce qui s'ajoute à tout le territoire qu'elles ont libéré dans le sud-est en février. Si la libération de Kupiansk était symbolique pour la dérussification, comme l'a montré l'Ukraine en hissant son drapeau en ville, l'action dans le sud-est vise autant un objectif pratique que symbolique. L'Ukraine se prépare à quelque chose. Le 9 février, le Kiev Post a indiqué que les observateurs ukrainiens et internationaux s'accordaient à dire que la Russie tente d'accumuler des réserves stratégiques pour une vaste offensive contre l'Ukraine dans l'est et le sud du pays. Une partie de l'offensive vise Donetsk, où la Russie veut dépasser Pokrovsk et avancer vers la ceinture fortifiée. Cependant, la Russie enverra également des troupes, probablement dans le cadre d'une attaque de soutien cet été, en direction des grandes villes de Zaporijia et Orokiv. Ces forces de soutien pourraient se diriger dans cette direction pour détourner l'attention de l'Ukraine loin de Donetsk, bien que Poutine serait également très satisfait si ses soldats parvenaient à capturer ces deux villes. La dérussification menée par l'Ukraine dans le sud-est prend une autre tournure avec cette information. Selon Euromaidan Press, les troupes russes prévues pour l'offensive du printemps-été 2026 doivent d'abord rétablir des positions défensives avant de regagner le terrain perdu. Elles pourront alors lancer les opérations prévues au printemps ou en été. Ce que l'Ukraine a accompli, au-delà du fait d'avoir libéré au moins 8 de ces localités du sud-est de l'influence russe, c'est d'avoir forcé la Russie à revoir complètement sa stratégie. Avant de lancer une offensive pour détourner les forces ukrainiennes de Donetsk, la Russie doit d'abord envoyer plus de soldats contre les défenses ukrainiennes pour reprendre le territoire conquis au cours des 4 mois précédant février. Et n'oubliez pas, l'Ukraine renforce ses défenses dans les territoires libérés. Elle installe des zones de destruction avec drones, défenses anti-chars et embuscades d'artillerie, obligeant la Russie à fournir bien plus d'efforts pour reprendre ce que l'Ukraine a libéré il y a quelques mois. La Russie pourrait tenter de distraire l'Ukraine avec une offensive de printemps dans le sud-est, mais Poutine pourrait devoir sacrifier des réserves qu'il comptait utiliser à Donetsk, juste pour regagner la position de janvier. Dans le sud-est,
La dérussification a commencé il y a longtemps et s'est récemment accélérée à un niveau inattendu pour Poutine. Comme le rapporte Le Monde, l'Ukraine essaie de se débarrasser de l'influence persistante de la Russie, bien avant que Poutine ne lance son invasion à grande échelle. Cette campagne a commencé avec la révolution de Maïdan en 2014, selon le média, et elle s'est considérablement accélérée depuis que les forces de Poutine ont envahi en février 2022. Chaque localité libérée illustre sur le terrain le désir de l'Ukraine de se dérussifier, tandis que de nombreux événements montrent comment le pays forge une nouvelle identité pour se libérer durablement des chaînes soviétiques. Chatham House fournit plus d'informations, en notant que la période entre la révolution de Maïdan et l'invasion de Poutine a vu l'Ukraine faire des progrès intéressants. L'Ukraine consolidait progressivement sa souveraineté dans les domaines de l'éducation, de la langue, des médias et de la religion, selon la source, avec 2 moments forts survenus en 2019. C'est l'année où l'Ukraine a restauré l'indépendance de l'Église orthodoxe d'Ukraine face à la Russie et adopté une loi imposant l'usage de l'ukrainien dans l'éducation, les médias et l'administration publique. Chacune de ces actions a provoqué un choc chez Poutine. Le dirigeant russe pouvait sentir son influence diminuer, et c'est probablement une des principales raisons pour lesquelles il a lancé son invasion en premier lieu. Mais en 4 ans de guerre, Poutine n'a fait que renforcer le désir ukrainien de souveraineté. Chaque parcelle de territoire que l'Ukraine libère, y compris tout ce qu'elle vient de reprendre dans le sud-est, rappelle à Poutine que l'Ukraine ne veut pas de la Russie sur son sol. Symboliquement, les civils ukrainiens cherchent aussi à éliminer l'influence russe, tandis que Poutine continue d'envoyer plus de soldats mourir face aux défenses ukrainiennes. Par exemple, en octobre 2025, une initiative a vu le jour en Ukraine pour se débarrasser de la pièce de kopek, une monnaie russe qui reste en circulation en Ukraine. Comme l'a dit à l'époque Andriy Pichny, le chef de la Banque nationale d'Ukraine, le kopek est un morceau de Moscou qui reste dans nos poches, sur nos étiquettes de prix, et surtout, dans nos têtes. C'est la véritable Ukraine. Poutine peut essayer de le nier. Il peut tenter de dire, à tous ceux qui veulent bien l'écouter, que la plupart des Ukrainiens souhaitent être contrôlés par la Russie. Mais encore et encore, le peuple ukrainien lui-même, des soldats aux civils, prouve que Poutine a tort. Si l'Ukraine voulait la russification, elle n'aurait pas ces 4 ans à se battre bec et ongle pour arrêter net la Russie. Alors que l'Ukraine libère plus de territoires qu'elle ne l'a fait depuis des années, la lutte contre l'influence de Poutine entre dans une nouvelle phase, l'offensive de dérussification totale commence. Cela montre que l'Ukraine combat la Russie plus durement que jamais. Ironiquement, l'Ukraine reçoit peut-être de l'aide pour sa dérussification de la source la plus inattendue, Poutine. Alors que l'Ukraine éliminait l'influence russe sur son territoire, l'obsession de Poutine pour la guerre en Ukraine le conduit à des choix qui détruisent l'identité de la Russie. En seulement 1 mois, l'Ukraine a enchaîné victoire sur victoire contre la Russie. D'importants gains territoriaux sont réalisés alors que les Ukrainiens reprennent ce qui leur appartient et écrasent les forces russes. Rien de tout cela n'arrive par hasard. L'Ukraine est devenue une force de combat redoutable qui allie innovation et tactiques brillantes, ce qui permet des libérations dans des secteurs clés du front et stoppe la Russie dans son élan. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski, a donné les détails dans une publication sur Facebook le 15 avril, notant que la Russie a lancé une série d'assauts plus intenses dans le cadre de son offensive de printemps. Syrski a expliqué comment l'Ukraine réagit et ce que cela implique pour la Russie. Nous devons saisir l'initiative stratégique. C'est pourquoi nous menons une défense active, a déclaré Syrski avant d'annoncer la mauvaise nouvelle à Poutine. En mars, nos troupes ont repris près de 50 km² de territoire occupés par l'ennemi grâce à cela. Ces avancées résultent d'actions contre-offensives ayant surpris la Russie, tandis que l'Ukraine vise la reprise de territoire, où la Russie ne conservait qu'une emprise précaire grâce à sa stratégie d'infiltration. Les plans de Poutine ont échoué. Il comptait sur la supériorité numérique russe pour transformer les zones occupées en zones grises en envoyant de nombreux soldats. Il s'est trompé. L'Ukraine revient en force et progresse malgré la pression accrue de la Russie lors de l'offensive de printemps. La situation serait moins grave pour la Russie si l'Ukraine avançait après des mois de gains russes. Mais ce n'est pas le cas. Les 50 derniers km², soit 19,3 miles² de territoire libéré, s'ajoutent à 1 mois où l'Ukraine avait déjà repris encore plus de terre que cela. Après avoir lancé une série de contre-offensives dans le sud, l'Ukraine avait repris environ 300 km², soit environ 115 miles² au 20 février.
À la fin du mois de mars, Sierski rapportait que l'Ukraine avait repris environ 450 km², soit environ 185 miles², à la Russie, lors d'une contre-offensive qui semblait d'abord spectaculaire. Ce n'est pas le cas. L'Ukraine agit de façon stratégique, ciblant quelques secteurs clés, comme vous le verrez en poursuivant la vidéo. L'essentiel ici, c'est que l'Ukraine a connu plusieurs mois consécutifs de gains importants contre les forces de Poutine. En mars, les reconquêtes territoriales ont entraîné des pertes très élevées pour la Russie. Al Jazeera rapporte qu'en mars, la Russie a enregistré un nouveau record mensuel de pertes confirmées infligées par l'armée ukrainienne. Selon l'Ukraine, la hausse de production de drones l'explique. C'est plus complexe, mais le chiffre principal reste simple. 35 351 Russes ont été tués ou blessés en Ukraine, lors du mois où l'Ukraine a repris 50 km² de territoire. Ce taux de perte représente une augmentation de 29% par rapport à celui de février, ce qui nous montre que quelque chose est en train de changer en Ukraine. Il ne s'agit plus seulement de tenir la ligne. L'Ukraine avance grâce à une défense active qui tue plus de Russes que jamais. De plus, le recrutement russe ne suit pas le rythme de ses pertes prévues pour 2026 lente. La Russie prévoit de recruter 409 000 soldats d'ici la fin de l'année. Elle est loin d'atteindre ce chiffre. Actuellement, la Russie a un taux de recrutement moyen de 1120 soldats par jour, ce qui, selon Al Jazeera, entraînera finalement un déficit de 65 000 soldats par rapport à son objectif d'ici la fin de 2026. Moins de soldats envoyés au front signifie que la Russie défend moins bien les territoires occupés, offrant à l'Ukraine de nouvelles opportunités de contre-attaque. Ce que nous avons vu en mars est impressionnant, mais pourrait n'être qu'un début, alors que les problèmes de main-d'œuvre de la Russie empireront en 2026. La Russie affronte des difficultés de recrutement, des pertes records et la reprise de territoire par l'Ukraine. Est-ce que cela pourrait empirer pour Poutine ? La réponse courte est oui. Tout cela se produit alors que la Russie lance la grande offensive de printemps censée entraîner l'effondrement du Donbass et permettre à la Russie de s'emparer de vastes territoires ukrainiens. Les attaques sont augmentées sur tout le front, après le début de l'offensive de printemps. La Russie envoie des vagues de soldats en direction de Konstantinivka, Liman, Dnipropetrovsk, Zaporijia et vers la ceinture de villes fortifiées de Donetsk, suivant la seule stratégie que Poutine ait jamais eue. Jeter de la chair à canon contre les défenses jusqu'à ce que l'Ukraine cède. De violents combats ont également été signalés dans les directions d'Olexandrivka et de Pokrovsk, cette dernière étant une ville que la Russie affirme avoir prise depuis déjà décembre. La logique de base voudrait que plus d'assauts signifie plus de territoires conquis par la Russie, mais ce n'est pas le cas. Ce que nous voyons réellement sur l'ensemble du front, c'est un ralentissement massif du rythme de l'avancée russe. Business Insider met cela en avant, en notant que les forces de Poutine avançaient à un rythme d'environ 12,9 km², soit 5 miles² par jour en mars 2025. Un an après, l'avancée n'est plus que de 2,58 km², soit 1 mile² par jour, ce qui reste dérisoire. En d'autres termes, le rythme d'avancée de la Russie a été ralenti d'un facteur de 5 en seulement un an. Et pour enfoncer le clou, l'Ukraine a réagi brusquement, a repris l'élan, en réalisant des gains quotidiens de 4,66 km², soit 1,8 miles² par jour, soit presque le double de ce que la Russie obtient. Cela signifie simplement pour la Russie, l'offensive de printemps a totalement échoué. Selon France 24, une évaluation de l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, enfonce le dernier clou dans le cercueil de la campagne russe de mars 2026. En comparant les avancées de l'Ukraine à celles de la Russie, mars est le premier mois en 2 ans et demi, où les gains de la Russie se sont soldés par un bilan net nul. L'Ukraine dépasse la Russie. Elle fait honte à Poutine en lançant une offensive meilleure et plus efficace que celle de la Russie, précisément au mois qui était censé marquer le début de la marche victorieuse de la Russie. Ce n'est pas seulement humiliant pour Poutine, c'est une véritable catastrophe qui devrait lui montrer à quel point sa stratégie consistant à envoyer toujours plus d'hommes jusqu'à ce que le problème disparaisse ne fonctionne pas sur le champ de bataille du XXIe siècle que l'Ukraine a créé. Nous voyons maintenant que la situation tourne en faveur de l'Ukraine et voici comment. La réponse évidente à la réussite de l'Ukraine face à la supériorité numérique russe, ce sont les drones. On pourrait simplement dire que ce sont les drones qui ont fait la différence et s'arrêter là, mais il y a bien plus que cela. Pourtant, les drones sont essentiels. Tu te souviens des chiffres de pertes du mois de mars que nous avons partagés plus tôt. 35 351 soldats russes tués ou blessés.
Selon Euromaidan Press, un chiffre stupéfiant de 96% de ces pertes a été causé par des drones. Les robots volants et terrestres ukrainiens infligent de lourdes pertes à l'offensive de printemps russe, permettant à l'Ukraine de tenir ses positions dans les régions visées par Poutine et de progresser ailleurs. L'avantage de l'Ukraine concernant les drones s'accentue. En 2026, le Royaume-Uni enverra à l'Ukraine un important lot de plus de 121 000 drones qui viendront s'ajouter aux millions de drones que l'Ukraine construit elle-même. L'utilisation des drones longue portée ne réussit pas davantage à la Russie. Pendant longtemps, dans un domaine où la Russie détenait un avantage évident, des drones longue portée ont été utilisés pour semer le chaos dans les villes et les infrastructures de l'Ukraine. Encore une fois, le volume était essentiel, comme sur le terrain pour Poutine. Cependant, le mois de mars a représenté un nouveau tournant dans ce domaine. ABC News rapporte que mars a été le premier mois de toute la guerre où l'Ukraine a lancé plus de drones longue portée contre la Russie que la Russie n'en a lancé contre l'Ukraine. L'écart est significatif. 7 347 drones ukrainiens contre 6 462 drones russes. De plus, la nouvelle génération de drones intercepteurs ukrainiens, capables d'abattre des Shahed à très faible coût, a permis à l'Ukraine d'intercepter près de 90% des drones russes en mars, aggravant la situation pour Poutine. La Russie lance moins de drones que l'Ukraine, et elle connaît moins de succès avec ces drones qu'elle n'en a eu depuis des mois. Cela signifie que mars a été catastrophique pour Poutine, pas seulement au combat. L'Ukraine, en intensifiant ses frappes en profondeur, affaiblit la machine de guerre russe de l'intérieur. Rien qu'à l'intérieur de la Russie, 76 cibles ont été frappées par les drones ukrainiens, dont 15 installations liées au secteur du raffinage du pétrole russe. Tout cela est fait pour affaiblir la Russie sur le front, que ce soit en détruisant des actifs militaires en Russie, comme des installations de production, ou en privant la Russie du carburant qu'elle fournit à ses troupes et qu'elle vend avec profit à d'autres nations. Les drones ont joué un rôle clé pour l'Ukraine en mars. Vous le saviez sans doute déjà. Lorsqu'on parle des succès spectaculaires de l'Ukraine face à la Russie, les drones sont souvent cités comme raison. Mais notez bien, ce n'est qu'une des raisons. Derrière la vague de drones, bien plus d'événements en coulisses ont permis à l'Ukraine de grands progrès face à la Russie. Avant d'aller plus loin, il reste bien d'autres choses de ce type. Si The Military Show vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Il y avait quelque chose dans les paroles de Sierski qui aurait dû attirer votre attention, au-delà de l'affirmation des 50 km². Sierski a utilisé les mots « défense active », et ce terme représente bien plus que beaucoup ne le réalisent. Sierski nous a donné des indices sur la raison en déclarant « Nous opposons la qualité des opérations de combat ukrainiennes à la supériorité numérique russe, forçant l'ennemi à suivre nos règles et à retarder sans cesse l'accomplissement de ses tâches. » Il ajoute que l'Ukraine a utilisé des frappes contre les complexes militaires et industriels de défense russes, à la fois en Russie et dans les territoires occupés, afin de réduire les capacités offensives de la Russie. Le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, a aussi évoqué l'importance pour l'Ukraine de prendre l'initiative et de lancer une offensive plus tôt en 2026. En janvier dernier, Fedorov a déclaré que l'Ukraine allait se concentrer sur l'augmentation du taux de tués au combat côté russe, en fixant un objectif de 50 000 pertes irrécupérables pour la Russie par mois. Combiné à la réforme systémique de l'armée ukrainienne, cela permettrait à l'Ukraine de prendre l'initiative contre la Russie, comme on le constate actuellement sur le champ de bataille. Mais prendre l'initiative ne signifie pas que l'Ukraine lance une vaste contre-offensive sur une ligne de front qui s'étend désormais sur 1200 km, soit environ 745 miles. L'Ukraine agit de manière bien plus intelligente que cela. Elle a remporté des succès contre la Russie en février et mars, car l'Ukraine a adopté une stratégie de contre-attaque sectorielle. George Barros de l'ISW explique à Business Insider que ce n'est pas accidentel, ce n'est pas circonstanciel. Il y a des raisons à cela. L'Ukraine affaiblit les défenses russes dans des secteurs clés depuis des mois, pour préparer les contre-offensives actuelles. Cela nous montre que l'Ukraine a tiré des leçons des erreurs du passé. Elle avait déjà lancé une contre-offensive contre la Russie en 2023. Cette contre-offensive a échoué notamment parce que l'Ukraine avait trop dispersé ses forces. L'Ukraine ne commet pas cette erreur maintenant. Au contraire, elle observe les zones où la Russie s'est trop dispersée et contre-attaque à ces endroits. L'idée est simple. La stratégie d'infiltration de la Russie en 2025 lui a permis de revendiquer des territoires, même avec seulement quelques soldats sur place. L'Ukraine cible désormais ses petits regroupements de défense, et les résultats sont visibles. L'Ukraine attaque là où la Russie est faible et maintient une défense solide dans les zones convoitées par la Russie.
Cette défense cause de lourdes pertes et affaiblit la Russie, car Poutine doit déplacer ses troupes avant d'être prêt. Ces mouvements imprévus affaiblissent encore et offrent à l'Ukraine plus d'opportunités d'avancer. Oleksandrivka, où la Russie tente actuellement de lancer des attaques, était l'un de ces secteurs. Dnipropetrovsk en est un autre, comme le souligne Business Insider. Avant même que nous entendions parler des contre-offensives ukrainiennes en 2026, elle donnait déjà des indices sur sa stratégie. En se dirigeant vers Kupiansk dans la région de Kharkiv, l'Ukraine a passé la fin du mois de décembre à briser une tentative d'occupation russe de cette ville, réduisant à néant les affirmations de Poutine et de ses acolytes selon lesquelles Kupiansk pourrait tomber au passage. Cela nous a donné un aperçu de la stratégie actuelle de l'Ukraine. Elle permet à la Russie de gagner du terrain, dans des zones sans importance stratégique, tandis que l'Ukraine vise la reprise de secteurs clés influents sur les plans à long terme russes. À Kupiansk, l'Ukraine a déjoué la démonstration de force russe avant les négociations de paix. Maintenant, à Oleksandriivka et à Dnipropetrovsk, l'Ukraine empêche la Russie de créer une zone tampon pour protéger ses forces à Donetsk, tout en repoussant une tentative d'avancée russe à Zaporijia. Cela montre une progression dans la planification ukrainienne, et prouve que l'Ukraine anticipe mieux les objectifs russes et contre-attaque là où la Russie ne peut se défendre. Business Insider indique que le système Delta de l'Ukraine, une plateforme cloud de gestion du champ de bataille, permet d'analyser en temps réel les données des drones et d'autres unités, jouant ainsi un rôle clé. L'Ukraine reçoit en continu des renseignements récents pour planifier ses opérations. Cette évolution se voit aussi dans son commandement militaire. Fyodorov travaille déjà à la refonte de la structure militaire de l'Ukraine. L'Ukraine adopte un système central, améliorant la coordination et la planification des opérations. Ces changements se manifestent déjà sur le front et s'accompagnent d'une attention accrue de l'Ukraine, portée aux frappes à moyenne portée. L'Ukraine frappe plus de cibles dans des endroits comme Donetsk sous occupation grâce à une nouvelle génération de drones, qui volent plus loin que les FPV et coûtent moins cher que ces drones longue portée. Nous avons évoqué plus tôt le ciblage ukrainien des défenses aériennes russes, qui a aussi un but. Kiev. Indépendant indique que la période entre juin 2025 et mars 2026 a vu l'Ukraine mener 429 frappes contre les systèmes de défense aérienne russes. Elles ont préparé les frappes à moyenne portée actuelles. L'Ukraine cible les dépôts de munitions russes et les stocks de drones Shahid dans les zones occupées par ces frappes. Elle détruit les centres de commandement et les rassemblements de troupes, obligeant la Russie à envoyer des unités de première ligne insuffisamment équipées. Cela n'a été possible car les défenses aériennes protégeant l'arrière russe ont été neutralisées, créant des couloirs sûrs que l'Ukraine exploite pour frapper la logistique et l'approvisionnement russe. La stratégie de l'Ukraine est complexe et nécessite beaucoup de coordination. Cependant, on peut la résumer ainsi. L'Ukraine affaiblit la Russie de l'intérieur afin de créer des opportunités pour ce type de contre-attaques qui ont été observées en février et en mars. Maintenant, est-ce que ces contre-attaques mettent fin à la guerre ? Non, mais ce n'est pas leur but. Tout repose encore sur la défense active évoquée par Sierski. L'Ukraine prend des territoires et des positions stratégiques qui lui permettent de défendre d'autres secteurs mieux qu'elle ne pourrait le faire autrement. Prenons Donetsk comme exemple. Maintenant que l'Ukraine a libéré les territoires du sud que la Russie comptait utiliser comme zone tampon, elle peut commencer à envoyer plus de soldats vers le nord et dans la région de Donetsk. Pour contrer cela, la Russie doit envoyer vers le sud des soldats initialement prévus pour Donetsk. Dans tous les cas, les tentatives de la Russie d'avancer à Donetsk sont affaiblies parce que l'Ukraine a pris l'initiative dans un secteur complètement différent du champ de bataille. D'autres facteurs interviennent. Dès que la Russie croit maîtriser les tactiques ukrainiennes, l'Ukraine surprend à nouveau Poutine. Selon le Kiev Post, l'Ukraine utilise maintenant des routes souterraines pour déplacer troupes et matériel militaire. Le média ne fournit pas beaucoup plus d'informations que cela, bien que nous sachions que l'Ukraine a investi dans la construction de réseaux de tunnels dans les zones de destruction qu'elle a créées. Ces tunnels étaient et sont sûrement encore utilisés pour tendre des embuscades aux infiltrés russes. Le réseau souterrain créé par l'Ukraine est peut-être désormais assez vaste pour lui permettre d'utiliser ces tunnels comme des artères logistiques. La Russie ne l'aurait jamais vu venir, et c'est bien là le but. L'Ukraine a toujours eu pour atout dans sa rapidité et son innovation face à la Russie. L'Ukraine tente actuellement d'intégrer la recherche et le développement dans ses unités combattant la Russie, selon le Centre d'études stratégiques et internationales. Il précise que l'Ukraine a amélioré la formation de ses opérateurs de défense aérienne, exploitant ainsi son avantage technologique contre la Russie. Sierski lui-même affirme que l'armée ukrainienne ne cesse jamais d'évoluer. Chaque mois,
L'armée ukrainienne procède à des évaluations des opérations de combat qu'elle lance, qu'elle utilise pour affiner ses tactiques et déterminer comment elle peut s'améliorer. Coordination à tous les niveaux du commandement. En résumé, l'Ukraine cherche toujours des moyens de s'améliorer. Poutine aurait accepté de mener une guerre avec des tactiques d'un autre temps. Même maintenant, la Russie a du mal à s'adapter. Oui, elle utilise des drones contre l'Ukraine, mais au-delà de cela, la Russie suit la même stratégie d'attrition en 2026 qu'en 2022, et la stratégie commence à s'effondrer. Donc, lorsque nous disons que l'Ukraine a repris 50 km² de territoire à la Russie et que c'est une victoire incroyable, nous ne parlons pas seulement du territoire lui-même. C'est important. Mais ce qui compte surtout pour l'Ukraine, c'est que ces avancées résultent de sa capacité à s'adapter constamment et à gagner en maturité. L'invasion brutale de Poutine a fait de l'Ukraine l'une des plus grandes puissances militaires mondiales. La riposte est désormais en cours. L'Ukraine a l'ascendant alors qu'elle reprend du territoire et élimine un nombre record de soldats russes. Le printemps 2026 était censé lancer l'offensive finale pour une victoire russe. Au lieu de cela commence à ressembler au début de la fin définitive de l'invasion russe grâce à l'Ukraine. Il disait que l'Ukraine allait perdre la guerre. C'était inévitable. La Russie était trop grande et puissante. Une superpuissance militaire. Face à un petit pays qui avait besoin d'eux. L'Occident pour se donner ne serait-ce qu'une chance de survivre plus d'un mois ou deux. Comme les choses ont changé. L'Ukraine maîtrise désormais la guerre et est si puissante que même les États-Unis ont besoin d'elle en Iran. Ce pays, autrefois dépendant, est désormais prêt à devenir une nation sur laquelle ses alliés peuvent compter dans tous les aspects de la guerre moderne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait une annonce. Zelensky a déclaré le 13 avril lors de la journée des fabricants d'armes ukrainiens que pour la première fois, le courage de nos guerriers et la résilience de notre peuple disposent désormais de moyens suffisants pour se défendre contre les frappes russes. Cela signifie que l'Ukraine a combiné le soutien qu'elle a reçu de tant d'alliés depuis l'invasion de Poutine avec le développement de son industrie de défense nationale, devenant ainsi le genre de puissance que Poutine a toujours redouté qu'elle devienne. Aujourd'hui, l'Ukraine est plus forte qu'elle ne l'a jamais été, à aucun moment de son histoire, et Zelensky ne manque pas de le faire savoir au monde entier. Le président ukrainien a déclaré que ce n'était pas la première fois que la Russie cherchait à détruire l'État ukrainien et sa liberté lors de l'invasion de son territoire, avant d'ajouter « Mais aujourd'hui, les Ukrainiens sont plus forts que jamais, plus forts qu'en 2014, qu'au XXe siècle et qu'à toute époque précédente. » Pour certains, ces paroles semblent creuses. C'est ainsi que Poutine veut que le monde entende Zelensky. Depuis des années, le président russe cherche à imposer l'idée que la Russie conquérante prendra bientôt l'Ukraine. Plus de 4 ans se sont écoulés, et ce d'un jour à l'autre n'est toujours pas arrivé. Pourtant, la Russie continue de raconter sa propre histoire de domination. Encore récemment, à la fin du mois de mars, Poutine donnait à l'Ukraine un ultimatum de 2 mois pour quitter le Donbass, sinon les forces russes balayeraient la région et la prendraient. Encore une fois, la Russie essaie de faire cela depuis des années. Elle n'a pas encore réussi, et il lui reste toute une ceinture fortifiée à faire tomber avant d'y parvenir. La réalité que nous voyons sur le terrain, c'est que l'Ukraine que décrit Zelensky est précisément ce qu'elle est devenue. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. En mars, le mois où la Russie a lancé l'offensive de printemps censée conduire à la chute du Donbass d'ici la fin 2026, l'Ukraine a battu la Russie dans toutes les catégories importantes. Sur le front à longue portée, l'Ukraine a intercepté près de 90% des drones russes et la grande majorité de ses missiles. Avec seulement un drone russe sur 10 atteignant sa cible, l'Ukraine a pris l'avantage dans les frappes à longue portée pour la première fois depuis le début de la guerre. En mars, l'Ukraine a lancé 885 drones de frappe en profondeur de plus contre la Russie que la Russie n'en a lancé contre l'Ukraine, atteignant un total impressionnant de 7347, ce qui représente 237 véhicules aériens, sans pilote, attaquant le territoire russe chaque jour. Des records sont tombés de tous côtés tout au long du mois de mars. Le 17 mars, la Russie a subi plus de pertes qu'à n'importe quel autre jour de 2026 jusqu'à présent, puisque 1710 soldats de Poutine sont tombés sous les armes ukrainiennes. À la fin du mois, la Russie avait perdu 35 351 de ses soldats morts ou blessés, ce qui constitue un record pour l'année jusqu'à présent, et l'un des totaux mensuels les plus élevés enregistrés en plus de 4 ans de combat. Avril a également été le mois où le nombre total de pertes russes a dépassé la barre des 1,3 million. Et à Donetsk, qui fait partie du Donbass, que la Russie doit encore tenter d'arracher à l'Ukraine, les forces de Poutine se retrouvent, maintenant, dans une situation où elles perdent 316 soldats pour chaque kilomètre carré d'Ukraine qu'elles parviennent à conquérir,
ce qui équivaut à 0,38 miles carrés. Donc, la Russie perd environ 900 soldats pour chaque mile carré qu'elle parvient à prendre. Ce n'est pas comme si elle en prenait beaucoup. En mars, la Russie n'a fait aucun gain territorial, une première en 2 ans et demi. Chaque gain que la Russie a réussi à faire a été contrebalancé par des avancées de l'Ukraine, ce qui a conduit la Russie à perdre plus de 35 000 soldats, sans aucun progrès. Voici les résultats obtenus par l'Ukraine avec tous les moyens nécessaires pour se défendre. Dans quelques minutes, nous expliquerons pourquoi les États-Unis doivent suivre de très près ce que fait l'Ukraine, car elle pourrait faire toute la différence en Iran. Mais avant cela, Zelensky avait encore beaucoup à dire sur la transformation de l'Ukraine en une puissance militaire capable de se défendre contre la Russie. Aujourd'hui, nos frappes diplomatiques ne surprennent plus, même si chaque fois c'est une nouvelle agréable. Aujourd'hui, nos drones ukrainiens ont radicalement modifié la guerre. Alors qu'avant la quantité d'artillerie était décisive, désormais le courage de l'infanterie et l'utilisation massive des drones déterminent le champ de bataille, a déclaré le président ukrainien. Il a ajouté que l'Ukraine a développé ses propres systèmes de guerre électronique, ou GE, et que le travail accompli par le pays jusqu'à présent a fait bien plus que le placer sur un pied d'égalité avec la Russie. L'Ukraine atteint la parité avec ses partenaires. Ceux qui donnent à l'Ukraine reçoivent désormais de la nation. L'Ukraine élabore de nouvelles stratégies contre les missiles balistiques russes et renforce ses partenariats de défense en Europe et au-delà. Zelensky affirme que de nombreux Européens pensent désormais à la menace balistique russe. Il n'est pas surprenant que les actions de la Russie en Ukraine incitent de nombreux Européens à penser que Poutine et ses alliés pourraient viser l'Europe et les pays de l'OTAN s'ils remportent la guerre. Les missiles balistiques joueraient un rôle clé dans une attaque russe contre un pays européen. Zelensky y voit une chance pour l'Ukraine et ses alliés européens de développer des contre-mesures. L'Ukraine peut être ce leader, déclare Zelensky en parlant d'un projet de missiles balistiques. Et encore une fois, Zelensky apporte les preuves pour démontrer que l'Ukraine peut s'imposer comme l'un des principaux défenseurs non seulement de l'Europe, mais aussi des nations en dehors du continent, qui sont affectées par les actions de la Russie, et des pays qui s'alignent sur la cause de Poutine. Aujourd'hui, nous le voyons clairement, des pays d'Europe, du Moyen-Orient, du Golfe, d'Asie et d'Afrique s'intéressent aux armes et à l'expertise militaire ukrainienne pour leur défense, a déclaré Zelensky. Et il a clairement indiqué que l'Ukraine dispose d'un modèle en place pour rendre tout cela possible. Nous allons parler de ce modèle dans un instant. Il y a quelque chose dans ce que Zelensky a dit là, qui montre encore une fois que les États-Unis ont besoin de l'Ukraine pour les aider face à l'Iran. En fait, il y a 2 éléments. L'Ukraine collabore avec des pays du Golfe et d'Afrique. Après le lancement par les États-Unis de l'opération Epic Fury contre l'Iran, le régime iranien a fermé le détroit d'Ormuz et envoyé des drones chez ses voisins du Golfe. Des centaines de drones Shahid iraniens ont été lancés, et ce sont précisément ces types de drones que la Russie reçoit, puis modifie pour attaquer l'Ukraine. Des contre-mesures pour ces drones ont été créées par l'Ukraine, y compris des intercepteurs à faible coût, ce qui explique en grande partie pourquoi le taux d'interception des drones par l'Ukraine est si élevé actuellement. Les pays du Golfe ont pris note de la situation. L'Ukraine a signé des accords de 10 ans avec le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui souhaitent tous utiliser les armes que l'Ukraine fabrique afin de pouvoir se défendre contre l'Iran. Cela va encore plus loin. En mars dernier, Zelensky a révélé que l'Ukraine avait envoyé plus de 200 de ses experts anti-drones au Moyen-Orient pour honorer sa part des accords de défense qu'elle avait conclus. Ces experts font plus que former les nouveaux alliés de l'Ukraine dans le Golfe. Zelensky a révélé leur implication directe dans la destruction de drones Shahid russes, indiquant que des soldats ukrainiens défendent maintenant le Golfe contre l'Iran. Quant à l'Afrique, RFI a révélé que l'Ukraine maintient désormais un trio de bases à l'intérieur de la Libye, qu'elle aurait pu utiliser pour mener des frappes contre les actifs de la flotte fantôme de la Russie en mer Méditerranée. Ceci est encore dû à ce que l'Ukraine propose dans ses échanges. L'expertise sur les drones et les armes est désormais très recherchée, et l'Ukraine s'en sert pour établir des relations qu'elle n'aurait jamais eues si Poutine n'avait pas forcé l'Ukraine à devenir une puissance militaire. La Russie est seule responsable. Une guerre qui devait se terminer en quelques jours dure depuis des années, et cela a permis à l'Ukraine d'atteindre un point où elle peut non seulement se défendre contre la Russie, mais aussi collaborer avec d'autres et leur apporter son soutien. Tout cela a été possible grâce au modèle de gouvernement à gouvernement, ou gouvernement à gouvernement, selon Zelensky. Ce type d'accord permet à l'Ukraine de d'abord instaurer la confiance avec le gouvernement partenaire, avant de traiter le reste. Les contrats entre entreprises du pays ne sont négociés qu'après la mise en place d'un cadre intergouvernemental, comme on le constate actuellement dans le Golfe, en Libye et dans plusieurs pays d'Europe.
L'Ukraine possède le modèle, les armes, et souhaite les partager avec ses partenaires. C'est ici que les États-Unis entrent en jeu. En ce moment, les États-Unis sont empêtrés dans une guerre avec l'Iran qui leur pose des problèmes que l'Ukraine est parfaitement placée pour résoudre. Les États-Unis ont besoin de l'Ukraine en Iran. Avant d'expliquer comment et pourquoi, rappelons que vous regardez The Military Show. C'est le moment idéal pour vous abonner. Pourquoi les États-Unis ont-ils besoin de l'Ukraine ? Nous devons d'abord passer rapidement en revue quelques éléments de contexte avant d'aborder la question. Le 13 avril, les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient imposer un blocus du détroit d'Ormuz après la rupture d'un cessez-le-feu avec l'Iran. Les États-Unis estiment que l'Iran poursuivra son programme nucléaire et envisagent d'utiliser contre lui le levier qu'il a exploité pendant l'opération Fureur épique. Un blocus imposé par les États-Unis est très différent de celui que l'Iran avait mis en place. L'Iran utilise des vedettes rapides, tandis que les États-Unis utilisent des navires de guerre. Bien que cette supériorité navale permette aux États-Unis de bloquer les ports iraniens, cela pose aussi des problèmes. Les navires de guerre constituent des cibles bien plus grandes que les vedettes rapides. Quand ces navires restent longtemps au même endroit, par exemple lors d'un blocus, ils deviennent vulnérables aux drones Shahid iraniens. De plus, le simple fait que ce blocus ait été mis en place nous indique que la guerre avec l'Iran est en train de reprendre. Le président américain, Donald Trump, a déjà menacé que quiconque tenterait d'attaquer un navire américain serait envoyé en enfer, ce qui nous montre qu'il est plus que prêt à appuyer sur la gâchette pour lancer encore plus de frappes aériennes du même type, lesquelles ont poussé l'Iran à attaquer tant de ses voisins du Golfe en représailles. Ces États du Golfe ont noué des partenariats avec l'Ukraine pour une raison. Les États-Unis devraient maintenant faire de même pour cette même raison. L'une des plus grandes menaces que l'Iran fait peser sur tout ennemi, qu'il s'agisse des États-Unis ou de n'importe quel autre pays, ce sont ces drones Shahed. Les États-Unis savaient dès le début de l'opération Fureur épique et ont déjà sollicité l'aide de l'Ukraine. C'est du moins ce qu'affirme Zelensky. Le 5 mars, il a indiqué que les Américains avaient demandé de l'aide contre les drones Shahed iraniens, poussant Zelensky à ordonner aux spécialistes ukrainiens de fournir les moyens nécessaires pour soutenir les États-Unis et leurs alliés du Golfe face aux attaques iraniennes. À l'époque, Trump semblait très ouvert à cette proposition, déclarant « J'accepterai toute aide de n'importe quel pays ». L'Ukraine a saisi l'opportunité d'échanger des drones intercepteurs contre des missiles patriotes pour se protéger des missiles balistiques russes. Trump a réagi à cette demande en refusant l'aide de l'Ukraine. Mais maintenant, alors que la situation dans le détroit d'Ormuz s'envenime à nouveau, et que les navires de guerre américains reçoivent l'ordre de se positionner dans des zones où ils deviennent vulnérables aux drones Shahid, les États-Unis doivent faire face à un fait évident, ils ont besoin de l'Ukraine. Et cela pour 5 raisons. La première, déjà mentionnée, est que l'Ukraine est devenue le maître mondial de la guerre par drone. Les États du Golfe en sont conscients, et concluent donc des accords de défense de 10 ans avec l'Ukraine. Les mêmes drones Shahed que l'Iran utilise maintenant contre les États-Unis, leurs bases, et probablement bientôt contre les navires de guerre américains, sont les armes auxquelles l'Ukraine fait face pendant une grande partie de la guerre. L'Iran a livré des drones Shahed à la Russie, ce qui, selon le ministère ukrainien des Affaires étrangères, le rend complice du crime d'agression contre l'Ukraine. Cela signifie aussi que l'Ukraine a été contrainte de mettre au point des contre-mesures contre les mêmes armes que les États-Unis doivent neutraliser. L'usage de drones intercepteurs est une contre-mesure. Et il représente la deuxième raison pour laquelle les États-Unis ont besoin de l'Ukraine en ce moment. D'après le Conseil américain de la politique étrangère, l'Ukraine développe la technologie des drones intercepteurs tout au long de sa guerre contre la Russie. Aujourd'hui, l'Ukraine maîtrise cette technologie. De petits drones intercepteurs utilisent cette énergie cinétique, et parfois de petites ogives pour abattre des drones Shahed bien plus grands. En janvier, l'Ukraine a déployé 40 000 intercepteurs, prouvant sa capacité à produire ces armes à grande échelle. Une autre preuve réside dans le fait que l'Ukraine peut désormais fabriquer environ 1500 drones intercepteurs chaque jour, ce qui représente une production mensuelle d'environ 45 000 unités. Elle pourra probablement en fabriquer plus si elle reçoit des investissements d'un pays comme les États-Unis. L'Ukraine détient l'expertise et les outils actuellement nécessaires aux États-Unis en Iran. La troisième raison pour laquelle les États-Unis ont besoin de l'Ukraine est le prix avantageux. Le Conseil précise qu'un drone intercepteur coûte entre 300 et 1200 $ à fabriquer pour l'Ukraine. C'est une somme négligeable dans le budget de la défense des États-Unis. Même avec une marge pour l'exportation vers les États-Unis, les drones intercepteurs ukrainiens coûtent bien moins que les missiles Patriot que les États-Unis ont souvent utilisés contre les drones Shahid iraniens. Ces missiles sont efficaces, mais coûtent environ 4 millions de $ chacun, un prix bien trop élevé face à des drones iraniens, valant entre 20 000 et 50 000 $ à produire.
Même les drones intercepteurs américains comme le LUKAS coûtent bien plus cher que la solution éprouvée ukrainienne. Un seul drone LUKA coûte à peu près le même prix qu'un Shahid. Un intercepteur ukrainien coûte jusqu'à 66 fois moins cher que le Shahid le moins cher. Cela nous amène à la 4e raison pour laquelle les États-Unis ont besoin de l'Ukraine face à l'Iran. L'Ukraine est bien plus qu'un fabricant de drones intercepteurs bon marché. Vous avez sûrement remarqué, via les commentaires de Zelensky, l'efficacité de l'industrie de défense ukrainienne et l'intérêt de nombreux partenaires pour ses armes. Mais mettons quelques chiffres sur l'innovation de l'Ukraine. Le 14 avril, United 24 Medi a rapporté que Zelensky a dévoilé une vidéo présentant 56 systèmes d'armes que l'Ukraine a développés elle-même. Parmi les 56, 31 étaient des drones, 7 étaient des systèmes de missiles, 4 étaient des outils de guerre électroniques et 6 étaient des plateformes robotiques terrestres. On trouvait aussi 4 nouveaux types de véhicules blindés, 3 systèmes navals sans pilote et une tourelle mobile de défense aérienne. Pensez à cette liste d'armes. Presque toutes pourraient être utilisées par les États-Unis contre l'Iran. Les États-Unis pourraient utiliser des drones ukrainiens pour frapper des positions et vedettes rapides iraniennes, ou déployer des systèmes navals sans pilote contre ces bateaux. Des unités mobiles de défense aérienne renforceraient efficacement la sécurité des navires américains, dans le détroit d'Ormuz, en complément des défenses existantes. L'Ukraine est un acteur innovant capable d'aider les États-Unis face à presque tout ce que l'Iran leur oppose. Mais plus important encore, et peut-être plus crucial que toutes les autres raisons pour lesquelles les États-Unis ont besoin de l'Ukraine que nous avons évoquées jusqu'à présent, c'est que l'Ukraine offre aux États-Unis quelque chose que presque aucun autre allié n'offre, un soutien à l'opération Fureur épique. Donald Trump a souvent reproché aux alliés de l'OTAN de ne pas vouloir s'engager dans la réouverture du détroit d'Ormuz, ni dans la guerre lancée par les États-Unis contre l'Iran. Donald Trump a affirmé après une réunion avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, le 8 avril. L'OTAN n'était pas là quand nous avions besoin d'eux, et ne le sera pas à l'avenir. Que cela soit vrai ou non, cela reste à débattre. À ce jour, les États-Unis sont la seule nation pour laquelle l'OTAN a invoqué l'article 5 de sa charte, ce qui a été fait afin que les États-Unis puissent recevoir une aide directe de leurs alliés de l'OTAN à la suite des attentats terroristes du 11 septembre. Nombre de ces alliés sont partis en guerre, d'abord en Irak puis en Afghanistan pour soutenir les États-Unis. Mais c'est ce que dit Donald Trump, révélant que les États-Unis ne reçoivent pas l'aide attendue lors de l'opération Fureur épique. L'Ukraine souhaite aider. Plus que tout autre allié des États-Unis, elle a des comptes à régler avec l'Iran pour avoir fourni des drones Shahid à la Russie. Le 28 février, lors du lancement de l'opération Fureur épique par les États-Unis, Volodymyr Zelensky a partagé son avis sur X. Il a souligné que la Russie a utilisé plus de 57 000 drones de type Shahid contre l'Ukraine, que la Russie n'aurait pas eu sans l'Iran. Il est important que les États-Unis agissent de manière décisive. Chaque fois que les Américains font preuve de détermination, les criminels internationaux s'affaiblissent. Zelensky a déclaré que les Russes doivent aussi comprendre cela, ajoutant croire que les actions américaines mèneront à la paix au Moyen-Orient. Opportuniste, peut-être. Mais c'est l'un des soutiens les plus forts reçus par les États-Unis pour l'opération Fureur épique d'un pays non impliqué dans la guerre. Alors, qu'attendent les États-Unis ? L'Ukraine détient l'antidote contre les drones Shahid iraniens. Elle produit cet antidote à moindre coût que tout autre pays, et est devenue une puissance militaire parmi les plus innovantes au monde. Et surtout, l'Ukraine veut aider les États-Unis. L'Ukraine maîtrise ce dont les États-Unis ont le plus besoin. Elle est maintenant prête à répondre à l'appel de l'Amérique, comme l'ont fait les États-Unis quand l'Ukraine en avait le plus besoin. Le seul obstacle qui semble se dresser sur le chemin est l'administration Trump. L'expertise de l'Ukraine dans d'autres domaines pourrait convaincre les États-Unis de nouer un partenariat. Après tout, l'Ukraine n'a pas seulement des armes à offrir. Poutine avait un plan de guerre pour 2026, l'effondrement du Donbass, la prise de territoire sur la rive gauche du fleuve Dnipro. Tout cela devait arriver tandis que la Russie, irrésistible, pousserait à l'effondrement des forces ukrainiennes. Mais ces plans se sont déjà effondrés. L'Ukraine prend le contrôle, ayant inversé la situation. La Russie pensait terminer la guerre en 2026, mais c'est l'Ukraine qui va tout gagner, alors que Poutine sacrifie plus de soldats qu'il ne peut en remplacer. Le plan de la Russie consiste uniquement à avancer. Poutine a constitué une force d'environ 700 000 soldats en Ukraine, et leur mission en 2026 est d'avancer profondément en Ukraine sur plusieurs axes. Le fleuve Dnipro est une cible clé. Poutine veut que les troupes russes s'approchent le plus possible de la rive gauche de ce cours d'eau, et peut-être même qu'elles arrivent à un point où elles pourront le traverser. Donetsk, bien sûr, est une priorité absolue. Poutine a la légendaire ceinture fortifiée dans sa ligne de mire, et il veut
que la Russie avance vers les villes de Sloviansk et Kramatorsk. Celle-ci est très importante pour la Russie. Plus la Russie se rapproche de la prise de ces villes, plus elle se rapproche de la prise de Donetsk et, par extension, de l'ensemble du Donbass. C'est l'élément clé de toutes les discussions de paix entre l'Ukraine et la Russie. Mais il y a plus. Les plans de Poutine sont aussi ambitieux que possible en 2026. Outre ces deux objectifs, la Russie fera tout pour renforcer son contrôle sur la côte de la mer Noire, ce qui aide à prendre Donetsk. Cela pourrait aussi réduire la pression ukrainienne sur la Crimée et la flotte de la mer Noire. Elle a été cantonnée à Novorossiysk, dans une position devenue inutile pendant la majeure partie de l'invasion. Cela ne fonctionne plus très bien ces derniers temps, car l'Ukraine construit des drones plus grands et plus performants qu'elle utilise pour attaquer cette nouvelle base, comme elle l'a fait le 2 mars, lorsque l'Ukraine a endommagé une paire de navires de guerre faisant partie de la flotte de la mer Noire à Novorossiysk. Et cela continue. La Russie veut achever la prise de Luhansk, qui est l'autre partie clé de la région du Donbass qui doit tomber avec Donetsk. Mais la Russie prétend, pour la 3e fois depuis le début de l'invasion, que Luhansk vient seulement de tomber. L'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, a rapporté le 1er avril que le ministère russe de la Défense a proclamé en grande pompe que la Russie a saisi l'ensemble de la région de Luhansk. Mais même si c'est la 3e fois que la Russie fait une telle déclaration, et que l'ISW note qu'elle contrôle effectivement 99,84% de Luhansk, l'oblast n'est toujours pas complètement tombé. Nadia et Novoye Rivka, qui se trouvent toutes deux à l'est de Borova, résistent encore. On peut supposer que la Russie cherchera à capturer ces localités pour affirmer une 4e fois la chute de Luhansk. La 4e fois pourrait bien être la bonne. Ah, et la Russie veut toujours créer une zone tampon qui s'étend de Tchernihiv à Soumy et jusqu'à l'oblast de Kharkiv, ce qui offrirait une protection aux régions frontalières russes contre une contre-invasion ukrainienne. Des avancées à Zaporizhia et Ouliaïpol sont aussi prévues, la première devant permettre à la Russie de créer une seconde zone tampon pour bloquer l'avancée ukrainienne du sud vers Donetsk. Ouf, ce sont des plans très ambitieux, et ils nécessiteront toutes les ressources humaines dont la Russie dispose pour les réaliser. Poutine est aussi ambitieux qu'il l'a été depuis le tout début de la soi-disant opération militaire spéciale. La Russie a déjà lancé l'offensive du printemps, qui se prolongera durant l'été puis l'automne, et qui est censée atteindre tous ses objectifs. Mais le vrai problème est le suivant. Cette opération n'a pas réussi à prendre Kiev, et ses derniers plans s'effondrent également avant même que la Russie ait la possibilité de les exécuter. Quelque chose a changé pour la Russie. Alors qu'elle veut paraître invincible sur le champ de bataille, on assiste en réalité à un renversement total de la dynamique. Poutine peut avoir les plans, mais l'Ukraine a l'avantage. Le scénario russe a été totalement bouleversé par l'Ukraine. Ce qui devait être, pour Poutine, l'année 2026 censée marquer la fin de la guerre, est en train de se transformer en l'année où la Russie subira ses humiliations les plus embarrassantes sur le champ de bataille qu'elle ait connu jusqu'à présent. Et la raison en est que l'Ukraine a son propre plan pour contrer tout ce que fait la Russie, tout en préparant en même temps le terrain pour un retour qui lui permettra de libérer des territoires, même alors que la Russie tente d'avancer. Ce plan peut se résumer en 4 mots. Épuiser, tenir, se renforcer et frapper. C'est ce qu'a déclaré le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, qui s'est exprimé sur ICTV à propos de la Russie pour détailler le contre-plan de l'Ukraine. En 2026, l'Ukraine fera tout son possible pour tenir le territoire que la Russie prévoit d'attaquer, ce qui est la partie la plus évidente du plan. L'Ukraine ne veut pas perdre ce territoire. Chaque kilomètre carré cédé à la Russie rapproche Poutine de ses objectifs. En tenant ce territoire, l'Ukraine accomplit également la deuxième partie de ce plan, qui consiste à épuiser les forces russes. Encore une fois, la logique est claire. Poutine et ses sbires ont montré à maintes reprises que leur principale stratégie sur le terrain consiste à lancer de la chair à canon et du matériel contre les défenses ukrainiennes jusqu'à ce qu'elles s'effondrent. Plus l'Ukraine tient le territoire attaqué par la Russie, plus cette chair à canon et ce matériel sont détruits, ce qui limite à son tour la puissance de l'armée russe. Les frappes à longue portée renforcent cette seconde partie de la stratégie ukrainienne, car elles brisent la machine de guerre russe de l'intérieur. Cependant, les parties 3 et 4 de la stratégie de l'Ukraine changent la donne pour le pays. Le pays prévoit de constituer de fortes réserves pendant que son armée tient ses positions. Et comme vous allez bientôt le découvrir, ces réserves représentent bien plus que la constitution d'une grande armée de soldats. Ensuite, il y a le volet des frappes. Syrsky déclare que l'Ukraine frappera les points les plus faibles de la Russie, ou qu'il souhaite sur la ligne de front. En d'autres termes, l'Ukraine va libérer autant de territoires que possible, et elle le fera pour 2 raisons. Premièrement,
La libération du territoire donne un élan décisif à l'Ukraine dans la guerre, comme le souligne Sierski lui-même lorsqu'il déclare « En ce moment, l'ennemi joue selon nos règles. Ils doivent s'adapter et concentrer leurs efforts là où nous avançons. » Cela révèle une seconde raison. L'Ukraine reprend plus de territoire qu'elle ne peut en tenir, perturbant les plans de Poutine et forçant la Russie à déployer des forces dans des zones inattendues du front. Cela affaiblit à son tour l'offensive russe, censée atteindre les grands objectifs que Poutine a fixés. Nous avons donc deux pays avec des plans très différents. Et c'est là que ça devient douloureux pour Poutine. Le plan de la Russie s'est résumé à beaucoup de discours, suivi par la destruction complète de chaque tentative précoce de transformer ce plan en quelque chose de concret. Le plan de l'Ukraine a déjà été appliqué et se voit actuellement sur le champ de bataille. Abordons d'abord l'aspect le plus marquant de l'approche ukrainienne en 4 volets. Frapper la Russie, là où elle est la plus vulnérable. L'Ukraine met en œuvre cette partie particulière de son plan depuis la fin janvier, lorsque SpaceX a finalement éliminé la capacité de la Russie à accéder à Starlink, via des terminaux illicites. Cette seule décision a provoqué une rupture des communications au sein de l'armée russe, qui aurait rendu Led Zeppelin fier, et cela a entraîné l'apparition de poches massives de faiblesse dans le sud de l'Ukraine, où l'infiltration russe avait une emprise précaire sur les territoires conquis durant la dernière partie de 2025. L'Ukraine a frappé fort et rapidement, réalisant des avancées impressionnantes en libérant de vastes territoires et plusieurs localités sous le nez de la Russie. UKR informe de rapporte que Syrski a déclaré le 31 mars que l'Ukraine a libéré plus de 480 km², soit 185 miles², de son territoire, dans la direction d'Olexandrivka, depuis le début de sa campagne de frappe plutôt en 2026. Cela s'ajoute aux 430 km², soit 166 miles², que l'Ukraine a repris lors de la contre-offensive de Dobropilia, qui a eu lieu plus tôt, ainsi qu'à la reprise de Kopiansk par l'Ukraine, la ville étant désormais totalement hors du contrôle russe. Syrski précise que ces opérations forcent déjà la Russie à déplacer des troupes de Pokrovsk et Artcheratina, ce qui montre qu'elles produisent l'effet recherché par l'Ukraine. Forcer des diversions russes, créer encore plus de faiblesse sur le front. Oh, vous souvenez-vous de la zone tampon sud mentionnée plus tôt ? La reprise par l'Ukraine de nombreux territoires près d'Olexandrivka a rendu cette zone tampon inaccessible à la Russie. Poutine ne peut créer une zone tampon sur un territoire que la Russie ne contrôle plus. Et à mesure que l'Ukraine progresse davantage dans cette direction, ce qui semble être le scénario le plus probable dans les mois à venir, ce qui devait être une zone tampon va se transformer en un couloir que l'Ukraine pourra utiliser pour acheminer des troupes en direction de Donetsk. La phase offensive du plan de victoire ukrainien en 4 volets est déjà bien lancée. Et rappelez-vous, chaque parcelle de territoire que l'Ukraine reprend devient un territoire qu'elle peut tenir, ce qui en fait à son tour un territoire que l'Ukraine peut utiliser pour épuiser les forces russes. Et en parlant de tenir le terrain, l'Ukraine s'en sort aussi très bien. Avant d'aller plus loin, nous réalisons cette émission pour expliquer comment les rapports de force évoluent réellement sur le champ de bataille. Si vous voulez en voir plus, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer une vidéo. Maintenant, parlons du maintien du territoire. L'Ukraine agit ainsi depuis que la Russie a lancé son offensive de printemps en mars. Selon Euromaidan Press, l'Ukraine a réussi à perturber et à bloquer en grande partie une offensive russe menée sur 13 axes qui vise tous les endroits que nous avons mentionnés. Il existe des exemples individuels du succès de l'Ukraine, comme ce qu'a accompli le bataillon Ronini du pays, qui fait partie de la 65e brigade mécanisée séparée de l'Ukraine, le 28 mars. La Russie a tenté de lancer une attaque blindée près de la localité de Robotina, qui se trouve dans la région de Zaporijia à cette date. La Russie a totalement échoué. Les opérateurs de drones ukrainiens ont détruit les 10 véhicules blindés engagés dans l'assaut. C'est une histoire qui se répète sur toutes les lignes de front, alors que la Russie tente de lancer toujours plus d'hommes et de matériel contre l'Ukraine. Medusa l'a souligné dans une analyse du 1er avril, notant actuellement une accalmie sur toutes les lignes de front. Même si la Russie tente d'augmenter le nombre de ses assauts, la contre-offensive qui a permis à l'Ukraine de reprendre autant de territoires fait que les tentatives d'avancée russes sur les axes de Kharkiv, Zaporijia et Dnipropetrovsk ont toutes été stoppées net. L'Ukraine contrôle encore la périphérie de Konstantinivka, où se situent les immeubles de grande hauteur. Cela prépare une bataille d'usure où les forces de Poutine perdront des milliers d'hommes en tentant de prendre la ville. L'Ukraine rapporte que la situation s'est stabilisée dans la direction de Sloviansk, et que l'Ukraine a même réussi à reprendre une partie du village de Minkivka lors d'une autre contre-attaque réussie. Et dans les directions d'Orokiv et de Ouliapol, encore d'autres contre-attaques ukrainiennes ont ralenti les avancées russes, jusqu'à les arrêter presque complètement. Ici,
La Russie tente, sans succès, d'avancer sur des localités clés, sans chercher à les prendre directement pour l'instant. Elle cherche à contrôler ces zones pour préparer une offensive plus large. Mais l'Ukraine résiste encore malgré ses efforts. Tout cela contribue au volet d'épuisement du plan ukrainien. Avant d'aborder cela, il y a le volet renforcement sur lequel il faut se concentrer. L'Ukraine souhaite constituer des réserves, ce qui implique plus que de réunir de la main-d'œuvre. L'Ukraine a subi un hiver difficile, la Russie bombardant ses infrastructures énergétiques avec des drones et missiles pour terroriser les civils. Les coupures d'électricité et la perte de chauffage étaient fréquentes en Ukraine durant l'hiver 2025-2026. Et l'Ukraine va tout faire pour s'assurer d'être prête si la Russie tente de refaire la même chose à la fin de 2026. Selon Reuters, l'Ukraine constitue déjà ses réserves de gaz pour l'hiver prochain, a-t-elle annoncé le 30 mars. Elle cherche à augmenter son approvisionnement en gaz naturel liquéfié via les gazoducs du corridor vertical qui traverse la Grèce. Les importations de diesel augmentent déjà, l'Ukraine faisant des stocks en prévision de ce qui pourrait arriver. Les réserves prennent diverses formes. Cet exemple sera crucial pour l'Ukraine, qui cherche à prolonger la guerre afin que sa stratégie d'épuisement fonctionne. Il existe aussi des réserves ayant un impact direct sur les forces armées ukrainiennes, notamment la constitution de réserves de personnel prêtes à être envoyées au front si besoin. C'est un aspect du plan de l'Ukraine qui est assez difficile à réaliser. Dès août 2025, Syrski a déclaré que l'Ukraine se concentrait sur la constitution de réserves prêtes au combat. Aujourd'hui, Syrski affirme que le personnel reste la principale priorité pour l'Ukraine. La mobilisation est en vigueur en Ukraine, et Syrski dit qu'il évalue les efforts mis en œuvre par l'Ukraine jusqu'à présent à 6 ou 7 sur 10, ce qui implique que l'Ukraine pourrait faire mieux. Syrski admet que l'armée doit garantir des conditions pour éviter les absences sans autorisation des recrues. Selon lui, la désertion est surtout due au refus de servir et à la peur pour sa vie. La transition vers le service militaire, du recrutement à la formation, doit être aussi fluide et indolore que possible. L'Ukraine travaille à l'amélioration des conditions de mobilisation, en se concentrant sur chaque maillon de la chaîne, de l'hébergement à la formation et à la nutrition. L'objectif semble être de rendre ce processus aussi fluide que possible, ce qui apportera des avantages par la suite, car l'Ukraine parviendra à retenir une plus grande part des soldats qu'elle recrute. Une attention accrue permet de constituer des réserves, et ces réserves alimentent tous les autres aspects du plan que l'Ukraine a mis en place pour paralyser la campagne russe de 2026. Nous revenons ainsi à l'épuisement. La Russie a lancé son offensive de printemps début mars. Les effets de la stratégie d'épuisement de l'Ukraine se faisaient déjà sentir dès début 2026. Au cours des 3 premiers mois de 2026, la Russie a perdu 89 000 soldats, et elle doit maintenant faire face à environ 1500 pertes par jour. La bonne nouvelle pour Poutine, c'est que ce chiffre est inférieur aux quelques 100 000 soldats que la Russie a perdus entre novembre 2025 et janvier 2026. Cependant, nous avons également constaté une forte augmentation du taux de perte russe depuis le lancement de l'offensive de printemps, y compris une journée record où Poutine a sacrifié plus de 1700 soldats russes le 17 mars, ce qui constitue le total quotidien le plus élevé jusqu'à présent, en 2026. C'est ça le point essentiel jusqu'à présent. Alors que la Russie intensifie ses attaques, la réussite de l'Ukraine dans la phase frapper et tenir de sa stratégie est essentielle pour accroître les pertes russes. Le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, affirme vouloir que l'Ukraine inflige 50 000 pertes mensuelles à la Russie. L'Ukraine n'en est pas encore là, mais si elle inflige régulièrement plus de 1700 pertes russes par jour, ce qui est possible alors que la Russie cherche à pousser plus fort qu'elle ne l'a fait depuis des mois, atteindre 50 000 ne paraîtra peut-être pas si irréaliste. Après tout, 1700 multiplié par 30 jours fait 51 000 pertes. Même si l'Ukraine n'atteint pas l'objectif des 50 000 pertes, son plan implique que tout écart viendrait surtout d'un retrait russe dû à ces pertes, plutôt qu'à un effondrement ukrainien. Quand Syrski dit vouloir forcer la Russie à suivre les règles de l'Ukraine, c'est exactement ce qu'il veut dire. Davantage de pertes russes, libération de territoires, tenir les points clés, détourner les forces russes et constituer des réserves pour permettre à l'Ukraine de continuer le combat. Tout cela mène à la victoire ukrainienne. Quant à la Russie, son objectif principal de terminer la guerre que Poutine a commencée il y a plus de 4 ans, d'ici la fin de 2026, a déjà été anéanti. La Russie cherche à intensifier ses assauts, qu'elle voit comme la clé pour percer les défenses ukrainiennes. Parmi les axes visés par Poutine, Orokiv ressort comme le plus crucial hors de la ceinture fortifiée de Donetsk.
Cette localité offrirait à la Russie une voie vers la rive gauche du fleuve Dnipro, ce qui permettrait ensuite de lancer une offensive contre la ville de Zaporijia. Mais pour prendre Orokiv, la Russie doit faire tomber Ouliaïpol. Comme indiqué plus tôt, l'Ukraine a contre-attaqué dans ce secteur, causant des pertes. La progression russe vers Orokiv a déjà été repoussée, et l'Ukraine prévoit clairement de continuer sur cette lancée. Ce n'est pas ainsi que les choses étaient censées se passer pour Poutine. Intensifier les assauts devait permettre de gagner des territoires, pas d'en perdre avec des milliers de pertes. Pourtant, c'est ce qui arrive à la Russie actuellement. Selon New Voice of Ukraine, le Kremlin, déjà inquiet de la situation sur le champ de bataille dès le début de l'offensive russe, commence à revoir à la baisse ses objectifs pour 2026. Selon le média, le manque de troupes commence déjà à étouffer cette offensive. Le Kremlin a ainsi reporté des objectifs comme la création d'une zone tampon à Soumy et l'avancée dans la région de Zaporijia au second semestre 2026 voire parfois à 2027. Les objectifs à Kharkiv et sur la côte de la mer Noire sont déjà complètement abandonnés, souligne le renseignement militaire ukrainien. Au lieu de la grande offensive prévue par Poutine pour 2026, on retrouve les mêmes tactiques d'infiltration que la Russie a commencé à employer dès 2025. Ainsi, de petits groupes de soldats russes vont avancer, se retrouver isolés, être détruits, puis remplacés par d'autres, dans un cycle de mort qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'usure de l'Ukraine. L'Ukraine prend l'ascendant dans la guerre. Le champ de bataille a basculé, et tous les plans russes pour 2026 sont déjà en ruine. La Russie va continuer d'essayer d'avancer. Elle fera même quelques gains, mais avec des objectifs déjà repoussés. Le Kremlin admet en fait qu'il va trop loin. Cette année, l'Ukraine peut mettre fin à l'agression russe, et elle applique déjà efficacement son plan. Poutine a essayé de créer un récit sur une victoire russe inévitable en Ukraine. La Russie écraserait les défenses de l'Ukraine. En 2026, criait Poutine sur tous les toits. Le dirigeant russe voulait afficher sa force, mais 2026 a révélé que ces grandes proclamations étaient un signe de désespoir. Quelque chose s'est brisé sur les lignes de front russes, et la victoire inévitable annoncée pour 2026 ne se concrétise pas. L'Ukraine est en train de gagner la guerre, et les experts ont expliqué pourquoi. Tout dépend des avancées sur le champ de bataille. La Russie en fait beaucoup moins, et l'Ukraine prend de l'élan. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ISW, les chiffres des experts montrent que les déclarations de Poutine sur une victoire en 2026 étaient mensongères. La réalité pour la Russie, c'est que ces 6 derniers mois, ses avancées en Ukraine ont considérablement ralenti, alors que l'Ukraine a mené une défense dévastatrice et une offensive écrasante pour ramener le combat, que Poutine prétendait pratiquement gagner, jusqu'en Russie. L'ISW examine la période allant d'octobre 2025 à mars 2026 dans son évaluation du 31 mars de l'invasion russe de l'Ukraine. La perte de l'accès à Starlink et les tentatives du Kremlin de restreindre Telegram, qui ont semé le chaos sur le front, ont ralenti les avancées des forces de Poutine. Au cours des 6 mois en question, la Russie a pris 129,69 km², soit environ 745 miles², du territoire ukrainien. Cela représente un gain moyen de un peu plus de 124 miles² par mois, ou, comme le dit l'ISW, 10,66 km², soit un peu plus de 4,1 miles² par jour. Quel est le problème ? Vous vous demandez peut-être. Ces chiffres montrent que la Russie progresse. C'est vrai. Mais souvenez-vous du récit que Vladimir Poutine veut construire. 2026 est censé être l'année où les défenses de l'Ukraine s'effondreront enfin. Cependant, en comparant ces avancées à celles de la Russie un an auparavant, les failles de ce récit apparaissent. Les experts de l'ISW ont comparé les chiffres des 6 mois jusqu'en mars 2026 avec la période équivalente entre octobre 2024 et mars 2025. Ce qu'ils ont découvert, c'est que les forces russes ont réussi à s'emparer de 2716,57 km², soit presque 1049 miles² de l'Ukraine pendant cette période. Cela représente près de 175 miles² par mois, ce qui équivaut à 14,9 km², ou 5,75 miles² par jour. Je pense que vous commencez à voir le problème ici. La Russie est censée être sur le point de briser l'Ukraine, mais ses gains sur le champ de bataille racontent une toute autre histoire. Ici, on constate que les 6 derniers mois ont été un échec majeur pour la Russie. Elle a conquis 300 miles² de moins entre octobre 2025 et mars 2026 qu'elle ne l'avait fait pendant la même période entre octobre 2024
et mars 2025. Cela même si la Russie utilise plus de drones longue portée contre l'Ukraine qu'auparavant, dont une attaque le 24 mars impliquant près de 1000 drones. Ce type d'attaque s'est intensifié en hiver, la Russie cherchant à affaiblir les forces ukrainiennes et à terroriser la population par des coupures d'électricité et de chauffage. Aucune de ces stratégies n'a marché. Loin d'être vaincue par les attaques russes, l'Ukraine tient bon et crée des problèmes qui déconcertent Poutine, malgré les progrès lents des Russes. Nous aborderons ces problèmes plus tard, mais cela marque un tournant dans la guerre en Ukraine. Et pour aggraver encore la situation pour la Russie, le mois de mars a marqué le début de l'offensive de printemps qui est censée en finir avec l'Ukraine. Pourtant, les gains sont bien inférieurs à ceux d'il y a un an. On peut voir à quel point la Russie essaie de faire croire qu'elle progresse à nouveau en termes de chiffres. Le Kiev indépendant et RBC Ukraine ont rapporté que la Russie a accru ses assauts en mars. Le premier a rapporté le 23 mars que le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Syrsky, a confirmé que les forces terrestres russes avaient lancé 600 assauts au cours des 4 jours précédant la publication de l'article. Cela ne s'est pas bien passé pour la Russie. Ces 600 assauts ont été étouffés aussi efficacement que ce que l'Ukraine a montré en 6 mois selon l'ISW, avec d'énormes pertes russes. Poutine a engagé des dizaines de milliers de soldats dans ces attaques, et selon Syrsky, les 4 jours en question ont vu la Russie subir 6090 pertes. En prenant en compte toute la semaine jusqu'au 23 mars, la Russie a subi 8710 pertes d'infanterie, mais pratiquement aucun gain. Syrsky avait alors déclaré que les actions professionnelles et coordonnées des troupes ukrainiennes avaient stoppé les offensives ennemies sur plusieurs fronts. Le rapport de RBC Ukraine montre que les objectifs de la Russie sont désormais irréalistes. Ses offensives stagnent et ses gains diminuent. Le média indique que la ceinture fortifiée de Donetsk, qui comprend les villes clés de Sloviansk et Kramatorsk, est censée être dans la ligne de mire du Kremlin. Pour atteindre ces villes, la Russie doit aussi occuper un autre secteur de la ceinture fortifiée, Konstantinivka. Poutine a fixé au 25 avril la date limite pour que les forces russes accomplissent cette tâche précise, et il affirme que tout le Donetsk devrait tomber aux mains de la Russie d'ici 2026. Ce sont des exigences absolument absurdes. Il a fallu 21 mois à la Russie pour réaliser une quelconque percée dans la ville de Pokrovsk, à Donetsk, puis encore plusieurs mois supplémentaires pour arriver au point où elle pouvait légitimement prétendre avoir pris la ville. Pokrovsk est plus petite que de nombreuses grandes villes de la ceinture fortifiée, mais Poutine pense que celle-ci tombera dans les 9 mois à venir. Comment ? La Russie avance plus lentement qu'il y a un an, mais Poutine croit que les choses vont comme par magie s'accélérer, alors que son armée subit actuellement ses plus lourdes pertes de 2026. S'il y a une logique ici, nous ne la trouvons pas. Ce que nous voyons, ce sont des exigences désespérées d'un président russe qui sait que l'effondrement soi-disant inévitable de l'Ukraine est loin de la réalité qui se manifeste sur le champ de bataille. Les avancées sont bien trop lentes par rapport aux exigences. Elles sont clairement trop lentes pour les délais que Poutine a fixés à ses forces. Comme le souligne l'ISW, la réalité du champ de bataille à la fin mars 2026 continue de montrer que des gains significatifs pour la Russie, sans parler d'une victoire totale, ne sont ni imminents ni inévitables. Mais c'est là que réside le véritable problème pour Poutine. Alors que ses forces ont été ralenties partout en Ukraine, elles doivent également faire face au fait qu'elles perdent du terrain dans une zone clé du champ de bataille. Dans le sud de l'Ukraine, où la Russie avait passé une grande partie de la fin de 2025 à conquérir du territoire, dans le but de créer une zone tampon pour protéger sa principale offensive à Donetsk en 2026, la Russie perd du terrain. Le 31 mars, Syrsky a déclaré que l'offensive ukrainienne réussie dans le sud avait perturbé les plans russes pour le printemps. Nous le voyons en ce moment, à travers les progrès lents et les pertes massives. L'Ukraine a également réussi à libérer 480 km², soit environ 185 miles carrés de territoire, dans le secteur d'Oleksandrivka jusqu'à présent, et il se pourrait qu'il y en ait encore plus à venir. Nous voyons ici de nouvelles pertes russes, s'ajouter à celles déjà subies ces derniers mois. Ces derniers gains dépassent les indicateurs observés lors de la contre-offensive de Dobropilia, au cours de laquelle, selon l'ONN, l'Ukraine a repris environ 430 km², soit environ 166 miles carrés de territoire à la Russie. Et à Kupiansk, que la Russie affirmait avoir capturé vers la fin de 2025, il y a eu un revirement complet qui représente au moins 183 km² supplémentaires, soit 70,65 miles carrés de territoire libéré. C'est une combinaison mortelle pour la Russie. Elle gagne moins de terrain qu'il y a un an. Et ce problème est aggravé par le fait que l'Ukraine libère du territoire, et pas n'importe lequel.
Ce sont des localités et terres que l'Ukraine a reprises. Territoire où la Russie a investi beaucoup de temps et de main-d'œuvre pour l'occuper. La Russie doit désormais gaspiller plus de ressources pour tenter en vain de reprendre des territoires qu'elle croyait sécurisés. Poutine enverra plus de réserves du front principal de l'Est, ralentissant ainsi les offensives déjà fragiles et limitant encore la conquête de territoires. Il existe désormais un cycle d'échecs russe, car les forces de Poutine sont dispersées tandis que l'Ukraine continue de gagner en élan sur le champ de bataille. Voilà à quoi ressemble l'effondrement inévitable de l'Ukraine Poutine. Si c'est le cas, l'Ukraine en demandera bien plus. Revenons à ces ambitieux objectifs du Kremlin évoqués plus tôt. Y a-t-il une chance qu'ils soient atteints ? Les experts de l'ISW disent non. La Russie a été contrainte de recourir à des efforts de mobilisation discrets, simplement pour maintenir le rythme plus lent de progression que nous observons, alors que de plus en plus de ses soldats sont anéantis par les défenses ukrainiennes. À Ryazan, un décret a été signé le 20 mars, obligeant les entreprises comptant entre 150 et 500 employés à choisir entre 2 et 5 de leurs employés pour signer des contrats avec l'armée russe. Folie et désespoir poussent des soldats à intégrer une armée prétendument volontaire. Cela arrive car Poutine sait que la Russie est loin d'atteindre les objectifs fixés à ses soldats. Comment en serait-il autrement ? Le Kremlin oblige les gens à quitter leur travail pour combattre, preuve claire que le flux de volontaires ayant permis à la Russie d'avancer en Ukraine s'épuise. Nous assistons en direct à la chute des gains russes. Mais comment cela est-il arrivé ? C'est justement ce que nous allons aborder. Mais d'abord, un rappel. Vous regardez l'émission Militaire. Nous vous apportons une vision complète, pas seulement les gros titres. Si vous voulez garder une longueur d'avance, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Qu'est-ce qui a ralenti la Russie ? La contre-attaque ukrainienne, déjà évoquée, a été déterminante. La Russie a dû redéployer des troupes pour regagner des territoires qu'elle croyait contrôler, ce qui a eu des conséquences ailleurs sur le front. Les troupes aéroportées d'élite russe et l'infanterie navale ont été envoyées vers le sud au début du mois de mars pour stopper l'avancée de l'Ukraine. Ils ont clairement échoué. Pour sa part, l'Ukraine a mené des contre-attaques le long des lignes de front là où les troupes russes sont les plus faibles. Cela entraîne un nouveau remaniement dans les rangs russes, car les commandants militaires doivent détourner des troupes vers les endroits où se déroule la dernière contre-attaque ukrainienne. Ces troupes arrivent lentement, permettant de libérer plus de territoire. Chaque remaniement perturbe les plans de la Russie sur toute la ligne de front. Encore une fois, c'est un cycle. Et tant que l'Ukraine continue ainsi, la Russie n'a pas de véritable réponse à cela. Mais ce changement en faveur de l'Ukraine va au-delà de la contre-offensive. L'évolution défensive de l'Ukraine a aussi eu un rôle clé dans la situation actuelle sur le champ de bataille. Et nous ne parlons pas de l'augmentation des drones FPV dans les zones de destruction qui décimaient déjà les forces de Poutine. Ces zones ont triplé sur toute la ligne de front, car l'Ukraine a développé et utilise désormais des drones de moyenne portée pour frapper l'arrière de la Russie dans les territoires occupés. L'ISW a couvert ce sujet dans une publication du 15 mars où il a noté cela. Les forces ukrainiennes intensifient leur campagne de frappe à moyenne portée, augmentant leur capacité à contrer les frappes de missiles russes, à affaiblir les défenses aériennes russes et à perturber les opérations offensives en prévision d'une offensive russe prévue pour le printemps-été 2026. D'autres médias, dont la Pravda et le Kiev Independent, ont rapporté que la destruction des défenses aériennes russes par l'Ukraine est devenue une tendance clé en 2026. Les drones à moyenne portée parcourent presque 3 fois plus de distance que les roquettes HIMARS, utilisées par l'Ukraine pour viser des cibles russes dans les territoires occupés. Ces roquettes sont maintenant soutenues par des drones qui détruisent les défenses aériennes russes, ouvrant des couloirs sûrs pour l'Ukraine. Employer ces mêmes drones pour détruire les rassemblements de troupes, postes de commandement et centres d'opération de drones, ainsi que tout soutien russe derrière les lignes du front. Il s'agit d'une dégradation systématique de la force de combat que Poutine a rassemblée, et cela ralentit la Russie. Cela ne peut être autrement. La logique est simple. Si un drone ukrainien de moyenne portée frappe un dépôt de munitions russes, ces munitions ne pourront pas être utilisées par les soldats pour prendre d'assaut des positions sur le front. Que se passe-t-il ensuite ? Ces soldats sans munitions reçoivent quand même l'ordre d'avancer, et ils se font décimer par les drones ukrainiens avant même de pouvoir espérer progresser. À mesure que la défense aérienne russe en Ukraine s'effondre, ces attaques à l'arrière vont s'intensifier. Elles s'ajoutent aux frappes en territoire russe observées depuis plus d'1 an, qui, comme les drones de moyenne portée, visent à affaiblir l'armée russe de l'intérieur.
L'Ukraine a donné un exemple en mars avec une attaque continue contre les ports russes de la Baltique. Les attaques contre ces ports ont mis hors service 40% de la capacité d'exportation de pétrole brut de la Russie, a rapporté le Kiev Post le 1er avril. La Russie ne peut vendre pétrole et carburant alors que les prix sont au plus haut depuis le Covid, à cause du blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran. Moins de ventes, c'est moins d'argent pour financer les attaques du Kremlin. Sans ces revenus pétroliers, Poutine ne peut pas financer la production d'équipements, ni recruter les soldats nécessaires à l'avancée russe en Ukraine. On comprend comment tout cela a mené à un scénario cauchemardesque pour la Russie. L'Ukraine a pris l'avantage sur le champ de bataille en ciblant judicieusement, tandis que la Russie, fidèle à la stratégie de Vladimir Poutine depuis le début, se contente d'envoyer de la chair à canon. Des contre-attaques habiles dans le sud de l'Ukraine ont perturbé l'offensive russe à l'est. Des drones de moyenne portée détruisent des points névralgiques militaires à l'est, accentuant les perturbations. En Russie, l'Ukraine vise le pétrole et d'autres cibles militaires, mettant constamment des bâtons dans les roues de la machine de guerre russe. C'est coordonné, calculé. C'est l'Ukraine au sommet, ce qui pousse Poutine à s'accrocher au récit d'une victoire russe inévitable. Nous avons déjà mentionné ce désespoir, et nous commençons à en voir des signes évidents dans les exigences que Poutine impose à l'Ukraine, alors que le dirigeant russe plaide pour une forme de paix que ses troupes ne peuvent pas obtenir sur le champ de bataille. Le 31 mars, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a révélé que la Russie avait exigé que l'Ukraine se retire de toute la région du Donbass dans les 2 prochains mois. Donc, fin mai. Par coïncidence, le Donbass, région orientale au cœur de l'offensive de printemps russe, abrite la ceinture fortifiée, et c'est là que les avancées russes ralentissent. Le lendemain de l'annonce, le Kiev Independent a indiqué que Vladimir Poutine était allé plus loin. Le 1er avril, le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitry Peskov, a affirmé « Les 2 mois ne sont pas la question ici. Volodymyr Zelensky doit décider dès aujourd'hui de retirer les troupes ukrainiennes au-delà des frontières administratives du Donbass. Cette décision aurait dû être prise hier, comme cela a été souvent répété. Il doit prendre ses responsabilités et prendre cette décision difficile. » Vladimir Poutine exerce une pression sur l'Ukraine. Mais ce type de pression ne fera pas céder l'Ukraine. Kiev a maintes fois affirmé qu'elle n'envisageait pas de céder le Donbass dans un accord de paix. La Russie le sait, mais elle formule cette nouvelle série d'exigences maintenant, parce qu'elle sait que le rythme lent de son avancée au cours des 6 derniers mois est loin d'être suffisant pour atteindre son objectif de capturer Donetsk, ce qui signifierait à son tour la chute du Donbass d'ici la fin de 2026. Vladimir Poutine cherche encore à afficher sa puissance, alors que l'Ukraine a l'avantage. Des territoires sont libérés dans le sud de l'Ukraine, et l'offensive de printemps de la Russie a commencé de la pire façon possible. Il n'y a aucune raison pour que l'Ukraine cède à ses exigences désespérées. Le président de l'école d'économie de Kiev, Timofey Milovanov, a révélé le 31 mars que mars 2026 s'annonce comme un mois record pour les pertes russes, puisque le nombre de victimes devrait dépasser les 30 000. Encore une fois, sur les lignes de front, le désespoir de Poutine de conclure un accord qui masque la mauvaise situation de la Russie se reflète dans le désarroi ressenti par les soldats que la Russie envoie au front. Un rapport du média United 44 du 30 mars indique qu'un nombre croissant de soldats russes se suicident plutôt que d'affronter les essaims de drones déployés par l'Ukraine dans ces zones de destruction. Mikhailo Fedorov, ministre de la Défense ukrainien, affirme que les forces ukrainiennes reçoivent tant de preuves vidéo de suicide qu'elles concluent à un phénomène quotidien chez les soldats russes. Les soldats russes se suicident souvent lorsqu'ils sont blessés ou encerclés par des drones ukrainiens. La propagande russe leur affirme qu'il vaut mieux mourir tout de suite que d'être capturé par l'Ukraine. Mensonge sur mensonge. Toute l'invasion de l'Ukraine repose là-dessus. Les soldats de Poutine prennent de plein fouet la réalité que leur chef tente de leur cacher. L'offensive de printemps qui était censée entraîner la chute de l'Ukraine échoue déjà. Des milliers de soldats russes meurent face aux défenses ukrainiennes. Beaucoup d'autres se suicident avant même d'être tués. Le Kremlin a fixé des objectifs impossibles, qui ne seront pas atteints au rythme d'avancée que nous avons vu de la part de la Russie au cours des 6 derniers mois. L'Ukraine contre-attaque et sape l'arrière russe. Tous les signes montrent un tel changement de dynamique que l'Ukraine se rapproche plus de la victoire que la Russie de la réalisation des plans de Vladimir Poutine. Le récit russe s'est effondré. L'Ukraine progresse tandis que la Russie ralentit. En Baltique, des terminaux pétroliers brûlent. Nous avons mentionné plus tôt les frappes à longue portée de l'Ukraine dans la Baltique, qui sont dévastatrices.
Pour Poutine, le printemps 2026 devait être le début d'une offensive majeure qui lui aurait enfin permis d'affirmer que sa soi-disant opération militaire spéciale était un succès. Mais cela ne se passe pas ainsi. La contre-offensive ukrainienne écrase les forces russes. La guerre de Poutine s'effondre après que l'Ukraine a aveuglé l'armée russe, puis opéré un changement massif, comme personne ne s'y attendait. C'est la libération, c'est la dérussification. Et cela a conduit l'Ukraine à battre des records partout, à commencer par la plus grande libération de territoire ukrainien que nous ayons vue depuis la contre-offensive de 2023. Au cours des 2 premiers mois de 2026, l'Ukraine a réussi à reprendre pas moins de 260 km² de son territoire, dont une grande partie se trouve dans la région de Zaporijia, ainsi que dans d'autres régions du sud du pays occupées par la Russie. C'est selon United 24 Médias qui affirme que cette dérussification d'autant de territoires représente non seulement la plus grande superficie libérée par l'Ukraine depuis 2023, mais aussi la première fois depuis la contre-offensive lancée cette année-là que l'Ukraine a réussi à gagner plus de terrain qu'elle n'en a perdu face aux forces de Poutine. Cela marque à présent un tournant significatif dans la guerre en Ukraine et dans la dynamique du champ de bataille, indiquant que pour la première fois depuis près de 3 ans, l'Ukraine a enfin repris l'avantage sur le terrain. La lente progression des forces russes a été stoppée sur la plupart des lignes de front, et l'Ukraine a profité de sa nouvelle position pour reprendre du terrain que Poutine pensait sécuriser. Cette avancée a bénéficié d'une aide non négligeable de SpaceX et de la décision d'Elon Musk de finalement couper l'accès de la Russie au réseau Starlink, auquel elle avait auparavant accès grâce à des terminaux illicites fournis à ses soldats. Dans une décision que certains diraient attendue depuis longtemps, SpaceX a créé une liste blanche pour les terminaux Starlink de l'Ukraine, ce qui a simultanément servi de coupure automatique pour les terminaux russes illicites utilisés en Ukraine. Le chaos s'est installé chez les Russes, et c'est alors que la situation a tourné en faveur de l'Ukraine. L'avancée ukrainienne dans la région de Zaporijia a été déclenchée par la panne totale des communications qui a suivi la coupure de Starlink. En un instant, les infiltrés russes qui s'étaient introduits sur le territoire ukrainien et s'étaient installés en attendant des renforts ne recevaient plus aucune information. Isolés et sans aucune idée de ce qui se passe, ces infiltrés ont été éliminés un à un par les équipes ukrainiennes de recherche et de destruction, ce qui a forcé la prise déjà fragile de Poutine sur de vastes portions du sud de l'Ukraine à se relâcher. La Russie reste très affaiblie sur le plan du commandement et du contrôle, cherchant désespérément des alternatives aux terminaux Starlink désormais inutilisables. Cela ne pouvait pas plus mal tomber pour Poutine. Comme les années précédentes, Poutine et ses acolytes du Kremlin préparaient une offensive de printemps, probablement prolongée jusqu'à l'été voire l'automne. L'offensive visait à frapper la ceinture fortifiée de Donetsk et à conquérir plus de territoires dans le sud de l'Ukraine. Mais alors que les forces ukrainiennes poursuivent leur avancée, le Kremlin est contraint de réévaluer ses objectifs, car les troupes russes se retrouvent dans une posture défensive inattendue, ce qui est exactement le contraire de ce qu'elles étaient censées faire ce printemps. United 24 Médias rapporte que nul autre que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la contre-offensive, qui donne d'énormes résultats pour l'Ukraine, a été conçue spécifiquement pour perturber cette offensive du printemps. Et même si la Russie tente de rassembler des forces près de cibles clés, comme la localité de Yulia-Polia, elle doit le faire après 2 mois de pertes constantes qui ont mis à mal tous les plans que le Kremlin avait élaborés. Ce printemps était censé préparer la victoire de la Russie. Jusqu'à présent, nous avons seulement vu une offensive continue de l'Ukraine pendant qu'elle dérussifie son territoire. Ce qui semblait avoir commencé comme une contre-attaque localisée, déclenchée par la perte de Staline par la Russie, s'est transformé en quelque chose de bien plus important. Alors que l'hiver s'achève en Ukraine, ce qui aurait dû faciliter l'offensive russe, l'Ukraine continue de progresser en défendant efficacement face aux forces de Poutine. Ce n'était pas le plan pour la Russie. Poutine comptait bombarder les infrastructures énergétiques ukrainiennes cet hiver pour forcer une reddition rapide. Cette stratégie a échoué. L'Ukraine a résisté à l'assaut aérien et elle est revenue plus forte que la Russie ne l'aurait jamais imaginé pendant un hiver où elle était censée s'effondrer. À mesure que le temps s'éclaircit, la dérussification continue. Les blogueurs militaires russes perdent la tête. C'est selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, qu'il a rapporté dans son évaluation du 25 mars concernant l'invasion de Poutine. Ces blogueurs militaires remettent désormais en cause la stratégie d'infiltration utilisée par la Russie en 2025 que Moscou tente encore d'exploiter, tandis que les équipes ukrainiennes de traque et d'élimination éliminent ces infiltrés. La Russie ne peut faire de progrès notables avec ces tactiques, affirment ces blogueurs militaires.
Il ne peut y avoir de victoire fondamentale pour la Russie à moins qu'il n'y ait une réforme complète de toute la structure des forces, incluant un abandon de l'infiltration au profit de grandes attaques mécanisées capables de briser les défenses ukrainiennes. Le blogueur militaire a affirmé que les forces russes mettraient environ 100 ans à prendre le reste de l'Ukraine, rejoignant l'évaluation de l'ISW qui estime qu'il faudrait 83 ans pour s'emparer du reste du pays. L'ISW indique que cela n'est possible que s'ils maintiennent leur rythme d'avancée dès février 2025. Un siècle entier semble bien long à attendre pour une victoire qui était censée arriver à un moment donné en 2026. La situation s'est encore aggravée pour Poutine alors qu'il tente de répondre à la dérussification par l'Ukraine d'une grande partie de son territoire. La Russie a tenté d'aggraver la situation. Cela a échoué. Selon un rapport de l'ISW du 22 mars, le commandement militaire russe a déployé les forces Spetsnaz dans le sud de l'Ukraine dans le but d'arrêter la contre-offensive ukrainienne dans son élan. Ces forces ont avancé vers Oleksandrivka, où l'Ukraine a obtenu certains de ses gains les plus marquants. Mais ces soi-disant agents d'élite n'ont réussi à accomplir absolument rien depuis leur déploiement. La Russie continue de s'appuyer sur les tactiques d'infiltration que l'Ukraine contre si efficacement. Elle a également du mal à mettre en place une reconnaissance aérienne régulière, selon l'ISW, et nous n'avons vu aucun recul des avancées réalisées par l'Ukraine au cours des derniers mois. Poutine a envoyé ses meilleurs éléments, mais même eux n'ont pas réussi à stopper la vaste dérussification en cours dans toutes les régions du sud de l'Ukraine. C'est ici que les choses deviennent sérieuses pour Poutine. Même s'il voit ses défenses s'effondrer dans le sud, Poutine est un homme qui s'en tient au plan, peu importe à quel point il est devenu ridicule. Il a lancé l'offensive du printemps en ordonnant à ses forces affaiblies d'attaquer les défenses ukrainiennes, alors qu'elles reculaient déjà dans le sud. Donetsk reste la cible principale, même si Zaporijia n'est pas loin derrière, et les tentatives de la Russie de progresser dans ces directions font encore tomber des records. Des pertes extrêmement élevées sont désormais enregistrées parmi les forces russes affaiblies, et ces pertes montent tellement que Zelensky et le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Oleksandr Syrsky, affirment que les efforts de recrutement de la Russie ne suffisent pas à compenser les pertes. Nous venons de mentionner un autre record battu. Le 19 mars, le Télégraphe a rapporté que la Russie avait perdu 1710 soldats il y a 2 jours, ce qui constitue le taux de perte le plus élevé en une seule journée que la Russie ait connu en 2026 jusqu'à présent. Les forces ukrainiennes de drones ont joué un rôle clé dans ce succès, éliminant 900 hommes de main de Poutine en 1 jour et demi, selon le média. Pour Poutine, ces pertes massives sont dévastatrices et constituent le signe incontestable pour l'Ukraine que l'offensive de printemps a officiellement commencé. La Russie ne conquiert pas de vastes territoires ni n'adopte de stratégie inattendue pour l'Ukraine. Elle envoie simplement plus de chair à canon au hachoir qu'elle ne l'a fait au cours des derniers mois. Et l'Ukraine broie joyeusement ses soldats russes et recrache leurs restes mutilés en plein visage de Poutine. C'est tout ce que la Russie a, une stratégie axée sur la main-d'œuvre dans laquelle elle sacrifie des soldats pour des gains dérisoires. Pour contrer cette stratégie, l'Ukraine mise sur des actions ciblées et intelligentes contre les forces russes faiblement implantées. L'Ukraine obtient plus qu'elle n'investit, tandis que la Russie perd des soldats en masse pour pratiquement aucun véritable résultat. La journée record n'est pas un cas isolé pour les forces de Poutine. C'est désormais l'usure pour les forces de Poutine, après que l'Ukraine les a repoussées et décimé les réserves russes ces 2 derniers mois. Selon un autre rapport de l'ISW, celui-ci datant du 23 mars, la Russie a perdu 6090 de ses soldats pendant les 4 jours entre le 17 et le 20 mars. Cela représente un taux moyen de perte de 1520 par jour. Et cela a précédé une semaine débutant le 17 mars au cours de laquelle l'Ukraine a infligé 8710 pertes à la Russie. Ce n'est pas soutenable pour la Russie, mais c'est la réalité de l'offensive de printemps. La dérussification menée par l'Ukraine dans le sud de son territoire a été très efficace. La Russie tente de réagir sur le champ de bataille et face à la coupure de Starlink évoquée plus tôt. Poutine pense que cela changera tout, mais il se trompe. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est pour cela que nous faisons cette émission militaire, pour expliquer comment les rapports de force évoluent réellement sur le champ de bataille. Si vous voulez en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Alors, comment la Russie essaie-t-elle de réagir ? Eh bien, sur le front de Starlink, la Russie tente de créer sa propre version du système satellitaire que SpaceX lui a retiré des mains.
Selon un rapport du Centre d'études de l'Est du 24 mars la veille, un lanceur russe Soyouz 21B a mis en orbite 16 satellites qui feront partie du système de communication à large bande en orbite basse Razvet que la Russie tente de créer. Selon Bureau 1440, l'entreprise à l'origine du système, des centaines de ces satellites seront lancés dans les prochaines années. Mais cette initiative est en développement depuis 2020 et même des centaines de satellites, sans parler des 16 que la Russie vient d'envoyer dans l'espace, ne sont pas à la hauteur de ce que Starlink a fourni aux forces russes. La constellation de satellites de SpaceX, avec plus de 10 000 unités, assure une couverture mondiale. La Russie peut soutenir qu'elle n'a besoin que d'une couverture au-dessus du territoire ukrainien, mais ce que nous voyons ici, c'est une tentative faible d'imiter un système de communication qui est largement supérieur à cette version russe naissante à tout point de vue. Pour la Russie, quelques satellites valent mieux que rien. Ils ne changeront rien au fait que le Kremlin interdit l'utilisation de télégrammes sur les lignes de front, ce qui ne fait qu'aggraver les problèmes de communication causés par la perte de Starlink. Mais ces satellites fourniront Internet aux troupes russes qui ne peuvent pas l'utiliser comme elles en ont besoin si elles veulent réussir l'offensive de printemps de la Russie. La Russie tente également de mettre à l'épreuve les avancées réalisées par l'Ukraine. Alors que l'Ukraine continue d'avancer grâce à l'élan qu'elle a pris depuis la fin janvier, le New York Times rapporte que la Russie rassemble des troupes à des endroits qu'elle considère comme essentiels pour l'offensive du printemps et de l'été. Il rapporte les propos d'un commandant ukrainien à Zaporijia, le lieutenant-colonel Vitaly Guerzak, qui déclare « Ils se massent à ces endroits et veulent nous repousser à nouveau ». L'objectif de Poutine serait de récupérer les terres récemment perdues par la Russie après les libérations ukrainiennes afin de re-russifier des zones dérussifiées. Et nous voyons quelque chose de similaire se produire dans la direction de Huliopol, que nous avons mentionné plus tôt, une région où la Russie renforce ses forces. Ces forces attaquent maintenant avec une intensité plus grande qu'à n'importe quel autre moment en 2026. Syrski l'a confirmé, déclarant le 15 mars que l'intensité des opérations offensives dans la région de Ouliapol est nettement plus élevée que dans les autres secteurs. Pravda a également confirmé ses propos, notant que l'intensité des actions offensives dans cette direction particulière est plus élevée que partout ailleurs sur les lignes de front. Ouliaipol est situé dans l'oblast de Zaporijia, ce qui montre clairement les objectifs russes, étant donné l'emplacement des principales contre-attaques ukrainiennes en février et mars. RBC Ukraine ajoute que les 10 premiers jours de mars ont vu les forces russes lancer 1400 assauts. C'est un autre indicateur que l'offensive de printemps a commencé, puisque la moyenne mensuelle était de 1800 entre septembre 2025 et février 2026. Si la Russie continue à ce rythme, elle aura lancé plus de 4200 assauts d'ici la fin du mois de mars. Comme déjà mentionné, la seule stratégie de Poutine est d'envoyer toujours plus de chair à canon. Ce sont ces tentatives de la Russie pour contrer la dérussification de son territoire par l'Ukraine qui ont conduit aux pertes massives que nous avons constatées dans les jours qui ont suivi le lancement de cette nouvelle offensive. Mais même si Poutine essaie de forcer la réalisation de ses plans pour 2026, ils sont voués à l'échec. La contre-offensive ukrainienne pose déjà un gros problème à Poutine, mais d'autres défis encore plus graves attendent la Russie, sans solution en vue. Premier problème, les tactiques que Poutine doit employer sur le champ de bataille. Malgré les protestations des blogueurs militaires russes demandant à la Russie de renoncer aux tactiques d'infiltration employées en 2025, l'offensive du printemps 2026 se caractérise encore par des tentatives d'infiltration de petites unités de soldats russes derrière les lignes ukrainiennes. La Russie est obligée d'adopter cette approche parce que l'Ukraine a rempli le champ de bataille de tellement de drones FPV qu'il est hors de question de tenter des assauts blindés avec des chars et des véhicules blindés sur de grandes parties de la ligne de front. Ces véhicules lents sont des cibles faciles pour les opérateurs de drones ukrainiens et la Russie doit déjà faire face à la perte de plus de 11 800 de ses chars et 38 800 de ses véhicules blindés selon le ministère des Finances ukrainien. Les forces de Poutine manquaient déjà d'équipement et avec plus de drones dans le ciel, utiliser ce qui reste est voué à l'échec. L'infiltration peut fonctionner dans la mesure où elle crée de la confusion derrière les lignes de combat, mais si la Russie veut réaliser un gain significatif en 2026, elle doit introduire des blindés dans l'équation. La poignée de soldats qui se faufilent dans des cachettes mal défendues derrière les lignes ne suffit pas. C'est précisément cette tactique que l'Ukraine a réussi à retourner à son avantage lors de sa contre-offensive. Pourtant, Poutine semble penser que quelque chose qui n'a jamais fonctionné à l'échelle dont il a besoin sera la solution en 2026. Ce n'est pas le cas. L'Ukraine s'en assurera. Et elle le fera en déployant encore plus de ces drones FPV, ces drones dont nous venons de parler.
Comme l'a rapporté le Kiev Independent, le 24 décembre, les forces armées ukrainiennes devraient recevoir un total de 3 millions de drones FPV d'ici la fin de 2025. Cela vous donne une idée de l'ampleur de l'armée de drones FPV que l'Ukraine a rassemblée pour faire face aux tentatives d'avancée de la Russie. Cela n'inclut pas les drones longue portée utilisés par l'Ukraine contre la Russie, ni les drones de moyenne portée introduits pour attaquer l'arrière immédiat russe dans les territoires occupés. Cette armée de drones FPV a créé des zones de destruction sur toutes les lignes de front, surtout dans les régions visées par la campagne de printemps de la Russie. Le fait que l'Ukraine ait autant repoussé les forces russes ces derniers mois permet de créer ces zones de destruction sur un territoire que la Russie pensait pouvoir tenir au moment de lancer son offensive de printemps. Ce que l'Ukraine fait avec ses drones FPV, c'est forcer la main de Poutine en ce qui concerne la stratégie d'infiltration qu'il utilisera en 2026. Les petites unités russes tentent de traverser ces zones de destruction. Ceux qui réussissent à passer peuvent attendre du soutien, mais ils n'obtiendront rien de vraiment concret. Les zones de destruction isolent les infiltrés russes du front, les privant de ravitaillement, de renforts et de tout ce dont ils ont besoin pour tenir les faibles positions conquises. Au début de l'année 2026, nous avons vu le résultat de l'approche de la Russie. L'Ukraine a systématiquement détruit ses infiltrés alors qu'elle se débarrasse de la présence russe dans tout le sud. Donc, le fait que Poutine compte à nouveau sur la même stratégie ce printemps indique à l'Ukraine que le dirigeant russe n'a pas de nouvelles idées. L'Ukraine sait comment contrer cette stratégie. Les journées et semaines records de pertes russes en 2026 le prouvent. Et tout cela signifie que l'offensive de printemps de Poutine s'effondre avant même d'avoir commencé. L'ISW affirme que l'offensive n'atteindra certainement pas ce que Poutine souhaite réellement en 2026. La ceinture fortifiée tiendra toute l'année, selon l'ISW, et le mieux que Poutine puisse espérer cette année, ce sont quelques gains tactiques qui coûteront cher à l'armée russe. Encore une fois, nous voyons un signe précoce de ce que ces coups pourraient être à partir des chiffres de pertes qui commencent à apparaître au début de l'offensive de printemps. Ces pertes poussent déjà Poutine à se montrer désespéré. Selon RBC Ukraine, Poutine pourrait être contraint de déployer des troupes mobilisées de Crimée en Ukraine dès le mois d'avril. C'est déjà un problème dans le sens où perdre ses forces mobilisées en Crimée signifie que la Russie affaiblit sa position dans la péninsule annexée illégalement. Cela nous montre aussi que la campagne de dérussification de l'Ukraine a fonctionné dans le sens où elle a forcé la Russie à sacrifier des soldats qu'elle comptait utiliser dans le cadre de l'offensive du printemps. Ces soldats ne sont plus là, et le territoire qu'ils occupaient est de nouveau entre les mains de l'Ukraine. La Russie a perdu des milliers de soldats au début de l'offensive du printemps, et peut-être aussi des agents d'élite du Spetsnaz dans le sud. L'Ukraine écrase les forces russes depuis 2 mois. Maintenant, nous voyons les effets. L'offensive de printemps russe a débuté de façon si chaotique qu'elle n'a même pas quitté les starting blocks. Autre facteur clé. L'Ukraine peut désormais frapper plus loin dans les territoires occupés, détruisant centres de commandement et nœuds militaires russes. Les drones de frappe intermédiaire sont en vol, et comme l'unité d'élite de drones russes Rubicon l'a découvert, ils sont dangereux et destructeurs. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour ne rien manquer de notre couverture de la guerre en Ukraine.